le thème de la force. Celui-là aussi, bonsoir tribu de poil. Celui-là aussi, il est hyper connu, quoi, en fait. Et on finit avec ce morceau parce qu'en fait, il dit tout sans hurler. C'est la mémoire, c'est la transmission, c'est la beauté des lignées qu'on ne voit pas, mais qui tiennent tout. C'est, vous verrez, à la fin, je vous ai écrit un très beau texte sur l'élevage. Et ça va très bien avec ce texte-là. Et on clôture sur ce thème parce que je crois que la mémoire, en fait, c'est une forme de force. Et que cette fois, eh bien, je vais essayer de vous présenter ces lignées perdues. Comme ça, tout le monde les connaîtra enfin. Alors ce soir, je ne suis pas toute seule pour vous présenter ce live comme d'habitude. Nous avons 2 modérateurs. Nous sommes 3 à être dans la rébellion. Donc il y a toute une équipe, un staff, comme on dit, un petit peu spécial. Ils ne sont pas forcément super alignés, mais ils ne sont pas toujours coiffés comme certains, n'est-ce pas? Bonsoir la tribu des poils, je ne sais pas si j'ai dit. Mais ils sont toujours là quand il faut. Alors laissez-moi vous les présenter. Nous avons R2D2, alias Couette de chat, votre modératrice. Elle envoie les plans à l'heure, elle comprend tout avant qu'on ait fini nos phrases. Elle a ce truc magique des gens discrets qui font avancer les choses et si elle vous répond qu'avec des émojis, sachez que c'est déjà un honneur. D'ailleurs, regardez, elle vient d'en envoyer un. Ensuite, nous avons Chewbacca, alias le Breton, notre second modérateur. Il grogne, il veille, il râle, mais si quelqu'un touche à la mémoire des lignées, il dégaine sa hache très rapidement. On ne comprend pas toujours ce qu'il dit, mais on sait qu'il est là, et ça, c'est rassurant. Et en fait, il y a moi, Yoda, pas parce que je suis verte, ni parce que je vis dans un marais, quoique en Bretagne il pleut quand même souvent. Bonsoir esprit des félins. Mais parce que je suis petite, je parle un petit peu lentement et j'ai vu ce que d'autres veulent encore ignorer. Ce que je fais ici, c'est pas un spectacle, c'est vous transmettre. Je porte une voix pour toutes les lignées oubliées et une lumière un petit peu dans les archives. Alors maintenant que vous connaissez toute l'équipe, on y va. On va démarrer pour ce live sur les lignées oubliées. Donc comme d'habitude, je vous présente ce qui va se passer. Donc on aura une introduction qui s'intitule Héritier de quoi au juste. Ensuite, en première partie, on verra les 3 vagues de fondations. Parce que les fondations, en fait, c'est tout d'abord, c'est le top 5, faut pas oublier. En deuxième partie, on fera la différence entre fondation et hot cross, comprendre pourquoi c'est des mots différents et qu'est-ce que ça signifie. En troisième partie, on verra que, ce que je vous ai déjà dit mercredi, on ne met pas un pansement Batman sur une fracture ouverte. Donc on parlera d'un petit peu de l'intégration de ces chats, de ces lignées perdues sur des lignées plus traditionnelles. On verra les obstacles qu'on peut rencontrer à la transmission avec ces lignées. Et enfin, on verra à la fin le vrai hot cross comme outil de résistance. Et en conclusion, il y aura ce texte, ce manifeste qui s'intitule « Transmettre ou trahir ». Ok, on est parti pour l'introduction. Et je vous ai trouvé, alors je vous ai mis, c'est des photos qui viennent du Maine. Ce sont ce qu'on appelle des barn cats, des chats de ferme de l'état du Maine. Donc ce sont de vrais Maine Coon qui ont été pris par une dame qui vit dans une ferme, une fermière du Maine, Stacy Taylor Cornett. De très jolies photos de 2 Maine Coon et vous voyez qu'ils ne ressemblent pas du tout déjà à ce qu'on a à l'heure actuelle. Alors si vous avez des questions, si moi j'arrive à les lire, je vous réponds tout de suite. Si je ne les lis pas, c'est Couette de chat et le Breton qui vont me les remonter au fur et à mesure ou les épingler, comme ils veulent. Donc quand la couche... Alors oui, on a fait 3 lives. On a fait un premier live sur la guerre des clones qui parlait de la consanguinité, un deuxième live sur l'ordre 66 pour montrer pourquoi on a oublié et puis comment on a tué et mis énormément de consanguinité chez le Maine Coon dans les lignées traditionnelles. Et là, ce soir, cet épisode-là s'appelle La Rébellion. Donc quand la poussière retombe après l'ordre 66, il reste quoi exactement? Une fois qu'on a... Oui, il ressemble à des Norvégiens un petit peu.
On a quoi une fois que l'ordre 66 est retombé? On a une race qui est lissée au niveau du traditionnel, elle est épurée, elle est presque devenue synthétique, on a quasiment que des clones. Des lignées qui sont entremêlées à l'extrême avec, bonsoir Carole, avec des noms qui reviennent toujours, encore et toujours les mêmes, comme on les a vus déjà dans les derniers lives. Comme les refrains un petit peu d'une chanson qui est trop usée. On a sacrifié la génétique sur l'autel du spectacle, puisqu'on a fait ces chats-là pour gagner des shows, des concours félins. On a gagné des best in show, mais on a perdu toute la substance du Maine Coon. Le Maine Coon, celui des fermes, celui que vous avez en photo, celui des granges, des tempêtes et des mousses sur les pierres, où est-il maintenant? Où sont les racines du Maine Coon aujourd'hui à l'heure actuelle? Befkus disait « Un vrai Maine Coon retrouve son volume naturel après 2 jours sans shampoing ». Alors ça peut vous faire rire, hein. C'est simple en fait. C'est brut, mais c'est implacable. Parce qu'aujourd'hui, on fait des brushings généalogiques, on peigne des pédigrés comme on peigne des poils. On a oublié que ce chat, il est né dehors, il est né dans le vent, et vous verrez des photos pas super agréables de chats qui vivent dehors, hein, avec des bourres de poils qui tombent toutes seules. Ce chat est né dans la pluie, dans l'ombre. Donc aujourd'hui, je vous propose une rébellion pour juste se rappeler, pour faire un devoir de mémoire sur ce chat-là qu'on ne voit plus. Par une question lancinante qu'on ne peut plus ignorer, héritier de quoi au juste? Le Maine Coon est héritier de quoi au juste? Si on n'a plus que des clones, si on a effacé des lignées sauvages, si on a effacé les polydactyles, si on a effacé les anciens types, si on a normalisé jusqu'à arriver à l'hypertype, c'est plus une transmission, on est sur une trahison de la race. Je sais, je démarre fort. Mais c'est comme ça. Alors, on va voir les 3 vagues de fondation avec la première vague qui se situe dans les années 1960-1970, juste avant le début du standard, en fait, du premier standard. Donc, j'espère que vous avez apprécié ces 2 Maine Coon, ces 2 Barn Cats. Les photos sont assez récentes, hein, des deux, de ceux de l'introduction. Hein. C'est pas des Maine Coon d'il y a 10 ans, hein, c'est des Maine Coon assez récentes. Hein. Je pense que celle d'en haut, comme vous disiez que ça ressemble à norvégien, on est plus sur 2 femelles, hein, je pense. Et là, par contre, vous avez un mâle qui est un petit peu plus typé Maine Coon. Et on repart sur la première vague de 1960 à 1970. J'ai eu un petit peu de mal à trouver des photos. Alors, c'est que des chatons, mais ça vous donne une idée de ce qu'on trouvait dans les années 1960-70. À cette époque, on ne parlait même pas de Maine Coon. Hein. On parlait de Barn Cats. Enfin, on ne parlait pas de Maine Coon. Ce n'était pas une race. C'était juste des chats de ferme, des chats de l'état du Maine. C'est des chats rustiques, puissants, qui sont très bons chasseurs, qui sont souvent polydactyles. Hein. Je rappelle que j'ai retrouvé dans des archives, il y a bien... moi, je pensais que c'était une théorie, c'est pas du tout une théorie. Il y a bien des écrits comme quoi 30 à 40% de la race était polydactyle à l'origine, c'est-à-dire dans ces années-là, dans les années 1960-1970. Donc, c'est des chats qui sont souvent polydactyles, qui sont adaptés à la vie des granges, aux tempêtes et au gel. Dans l'état du Maine, il fait entre... plus 35 en été, moins 35 en hiver. Et moins 35, je suis gentille. Donc c'est vraiment un climat très rude et ce chat-là est vraiment adapté à ce climat-là. D'où cette fourrure, ces tips sous les pattes et tout ça. Ils sont dehors, ils vivent dehors, hein, c'est des chats de ferme, mais leur pédigré, il n'y en a pas. Il n'y a pas de pédigré, ils sont inexistants, mais ils sont là. Leur présence est incontestable. Hein, on trouve vraiment ce chat-là dans une région particulière. Ils se ressemblent, enfin tous, ils ont des traits quand même assez communs. Donc du coup, on est vraiment sur, oui, une race, mais qui n'existe pas. Il n'y a pas de sélection stricte, il n'y a pas d'uniformisation morphologique, on trouve de toutes les couleurs, de toutes les têtes. Ce qui reste, c'est un chat plutôt costaud, avec des grosses pattes, polydactyles, une très longue queue et très très poilu. Il y a une diversité naturelle en fait qui est brute et qui est vivante. C'est un petit peu comme nos chats de gouttière qu'on a ici à l'heure actuelle. C'est l'enfance de la race en fait et comme tous les enfants, elle est pleine de possibilités. On trouve plein de choses différentes et super intéressantes. Mais on arrive déjà à la deuxième vague. Donc la deuxième vague, les photos elles sont un petit peu plus en noir et blanc. On est dans les années 1970-1975. Le premier standard, ça y est paru. Le Maine Coon commence à faire des expos, mais pour l'instant, c'est pas un champion. Il gagne pas tant que ça.
On voit des chats assez... faut que je remette avec vous, sinon ça va encore bloquer. On voit des chats assez... bon, il y a encore des chatons, mais voilà, on voit un Maine Coon quand même qui ressemble un petit peu plus à ce qu'on voit à l'heure actuelle. Enfin, je pense que celui d'en bas, celui-ci, vous choque moins que les deux qu'on a vus en haut. On commence déjà à avoir une petite structure. Et puis, bon, bah, de toute façon, l'humain 1969, hein, c'est à la fin en décembre 1969, hein, à peu près, que le premier standard apparaît. L'humain pose des cadres, on commence à écrire le standard, à définir un bon type, entre guillemets, bon, un bon type. Le MCBFA se structure, les lignées se tracent, les premiers reproducteurs apparaissent. Alors, je ne vous ai pas remis les photos, je pense que je vous les mets assez souvent. Donc, vous aviez IDEO, Tanstaff, Handicat, Dauphin de France. Hein, je pense que vous avez tous déjà assez vu. Donc, du coup, je ne vous ai pas remis les photos. On a un démarrage de la sélection formelle, c'est ce qu'on a vu mercredi, avec une apparition des premiers pédigrés complets. On a un début de l'effet Popular Studs, alors ça veut dire étalon populaire, hein. Avait une utilisation massive de certains mâles, notamment. Et on a une disparition progressive des chats d'origine non documentés, c'est-à-dire des chats de ferme. Déjà, entre 1970 et 1975, on voit que certains sont déjà éliminés. On commence à dire ce qu'un Maine Coon doit être et ne pas être, en fait. Et c'est là où, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est là où commence la fin du Barn Cat, en fait. Alors, pourquoi aucun des fondateurs n'est polydactyle? Parce qu'on m'a déjà posé cette question. Alors, les fondateurs, c'est le top 5, hein. C'est Andy Cat, Bridget Cat, Dauphin de France, Tatiana et Smokey Joe. Eh ben, c'est un effet de sélection volontaire dès le départ. Le standard dit que un Maine Coon doit avoir 5 pattes à l'avant, 4 pattes à la... pardon, 5 doigts à l'avant et 4 doigts à l'arrière. Les premiers chats enregistrés sont donc choisis selon ce critère-là, avec un certain type, une certaine image, et ils doivent faire un chat, ils doivent être des chats présentables et surtout pour les concours. La polydactylie, même si elle existe dans toutes les fermes du Maine à cette époque-là, n'est pas considérée comme souhaitable en fait. Donc dès l'origine, la polydactylie est associée à une déviance physique dans l'imaginaire des gens en fait, hein. Alors qu'en fait, ça a vraiment été enlevé pour un souci d'esthétique et de concours. Les pionniers de l'enregistrement voulaient juste une race crédible, noble et propre. L'exclusion, elle est structurelle et symbolique en fait. Beaucoup de clubs refusaient et refusent toujours à l'heure actuelle, hein, on le verra tout à l'heure, d'accepter les polydactyles en confirmation, même sans base scientifique, hein. Ils s'appuient sur rien, c'est juste, voilà, vous avez juste une phrase comme quoi c'est un défaut, on n'utilise pas. Les fondateurs qui auraient pu être polydactyles, hein, puisqu'il y avait énormément de polydactyles, 40% à cette époque-là, ont donc probablement été, tous les polydactyles ont probablement été écartés, modifiés ou non déclarés comme tels. Ce silence plus la conformité qui n'accepte pas la polydactylie, ça égale en fait à une disparition programmée de la polydactylie. Et notamment, on arrive en 1985-90 où vous n'avez plus que 2% de polydactyle. Un chat avec des doigts en trop, ça ne passe pas bien à l'écrit, ça fait moins race noble venue d'Europe, plus chat bizarre qu'on trouve au fond du jardin. Les premiers standards MCBFA inclus ont été conçus pour gagner des shows, pas du gène. Et les polydactyles n'avaient pas de lobby, il n'y avait personne qui les défendait, donc ils n'avaient pas de place, ils n'avaient pas de défenseurs et ils ont disparu. Dans un silence assez impressionnant en fait. Là on arrive dans la troisième vague, c'est les années 80-90. C'est la vague réprimée en fait. Et là ce que vous avez en photo, c'est plus des clones, hein, c'est plus des descendants du top 5. On est sur des chats fondation, on est sur ces lignées oubliées en fait. J'ai réussi à retrouver quelques photos. On est plus dans les années 90, on frôle plus le 1990 que le 1980. Dans l'ombre, en fait, certains éleveurs continuent d'aller chercher des chats dans des granges, hein. Ils trouvent encore, dans le Maine ou ailleurs, des lignées qui ne sont pas enregistrées, des chats qui sont quand même massifs, rustiques, avec parfois 6 ou 7 doigts, hein, attention, et un regard d'animal qui est né dehors. Ils les présentent comme des fondations, et là,
on les refuse. Silence, moquerie, blocage, ils passent pas les concours, les autres éleveurs se moquent d'eux, on dit que c'est n'importe quoi, qu'il ne faut pas travailler avec. Certains éleveurs, surtout aux États-Unis, refusent quand même ce modèle imposé par les lignées dominantes et retournent quand même à nouveau sur le terrain chercher ces chats et essayer de les imposer. Là, vous voyez, c'est une fondation, c'est une F0, c'est une première. C'est elle qui va donner naissance à une nouvelle lignée. Donc vous voyez bien que cette chatte, il lui manque des touffes de poils. On voit bien en fait que c'est le chat qui vit dehors, qui a fait des nœuds, qui a perdu ses nœuds. Ça se voit, c'est un chat qui vit dehors. Ça se voit, c'est un chat qui vit dans une ferme, tranquille. Et la dernière, elle vous plaira un petit peu plus, je pense. Vous vous rapprocherez de vos... on se rapproche un petit peu plus. C'est une fondation également, hein. Elle, c'est une F2. On se rapproche un petit peu plus du Maine Coon qu'on voit à l'heure actuelle. Donc il y a quand même des éleveurs qui cherchent, qui trouvent et qui construisent des lignées rurales qui ne sont pas enregistrées, certes, qui sont isolées génétiquement et pourtant incroyablement cohérentes physiquement, comme on voit là, hein. Même la petite rousse, hein, qui a perdu du poil, elle est cohérente, hein, par rapport au Maine Coon, en fait, hein, si vous la regardez bien. Elle n'est pas si... L'autre chat, on ne le voit pas trop. Il est de profil, on voit pas trop, mais bon, on voit qu'il est quand même assez grand. Il a l'air d'être assez jeune, hein, quand même. On voit que c'est un grand chat. Mais on n'est pas du tout sur les lignées qu'on voit à l'heure actuelle, hein. On est vraiment sur des lignées perdues, des fondations. Alors ces chats sont parfois des descendants directs des lignées d'origine, hein. C'est-à-dire, quand je dis ça, ça veut dire que, en fait, c'est des descendants directs des lignées d'origine qui n'ont jamais été enregistrés. Que vous prenez, qu'on prenne Brianna, Andy Cat, Bridget Cat, Tatiana et Dauphin de France, ils ne sont pas arrivés tout seuls. Ils avaient des frères et sœurs. Et il y a eu d'autres chatons sûrement derrière eux, hein. Donc on a des descendants directs, des cousins et des cousines qui ont été travaillés un petit peu en dehors du MCBFA, mais qui sont un petit peu cousines de ces lignées fondatrices du top 5. Donc il y a tout un vivier parallèle en fait qui s'est constitué dans le Maine, qui est non documenté entre les années 1980 et 1990. C'est des chats qui sont restés dans l'ombre ou dans les campagnes parce qu'ils n'ont jamais été inscrits ni sélectionnés à des fins d'exposition. Et les éleveurs des années 80-90 qui vont chercher des chats de ferme dans le Maine ou des États voisins trouvent soit des lignées totalement nouvelles, ce qu'on voit avec la petite rousse, hein, que je vous ai montré tout à l'heure, ou le petit rouquin d'ailleurs, je ne sais plus. Donc on trouve soit des lignées totalement nouvelles, sans aucun lien avec des pédigrés existants, ce sont des chats de grange isolés depuis des décennies, soit des lignées probablement liées de manière indirecte aux premiers chats enregistrés dans les années 60-70, mais on n'a pas de preuves formelles, pas de traçabilité. Donc rien qui nous permet d'affirmer vraiment que ce sont des cousins-cousines d'handicap, mais on sait qu'il y en a. C'est ce qu'on appelle parfois la mémoire vivante qui n'est non enregistrée de la race. C'est l'exemple des lignées oubliées ou des lignées non traçables. C'est des chats trouvés dans des régions très proches des premières fermes à l'origine des fondateurs. On les trouve dans des fermes du Maine, du Vermont, du Massachusetts, un petit peu dans le sud canadien. C'est des lignées utilisées ponctuellement par des éleveurs comme Thunderpaw, Forpaw ou certains chats d'Irigo très très anciens. D'Irigo, elle a démarré en fait ses programmes Fondation et Polydactyle en 1970, hein, c'est-à-dire en même temps que le MCBFA a été ouvert. Elle a, pardon, elle a démarré son programme parallèle quasiment en même temps que le CBF, hein. Elle travaille depuis très très longtemps. C'est la couleur à 22. La couleur et la robe. C'est un code, il faut regarder sur internet code EMS et il y aura toute la traduction des codes EMS en fait. C'est un code unifié pour désigner les couleurs. De rien. C'est des chats qui sont solides, hein. Ces chats-là des années 80-90, ils sont rustiques, équilibrés, mais ils n'ont pas de pédigré. Ils représentent une alternative génétique, mais qui vient un petit peu de la marge. C'est des chats de gouttière.
C'est des chats du Maine, c'est des Maine Coon, mais c'est des chats de gouttière. En fait, c'est même pas des Maine Coon, c'est des Barn Cats. Mais c'est un vivier qui est là et qu'on ne doit pas oublier. C'est une génétique qui peut apporter quelque chose au restant des pédigrés. Alors on les rejette un petit peu. Pourquoi? Parce que bah, déjà ils sont polydactyles. Hein. Donc je vous ai mis là. Alors je vous ai mis que des extraits. Hein. On a en haut bah, le LOF. Hein. Vous avez bien marqué polydactylie, nombre de doigts incorrect, refus de tout titre. Mais vous pouvez avoir un pédigré avec le LOF. Mais il y a refus de tout titre. Ici, vous avez... Oh, j'ai un trou. Le CFA. Donc là, c'est pareil. Hein, vous voyez un petit peu comme dans le MCBFA d'origine, on demande qu'il ait 5 doigts à l'avant et 4 doigts à l'arrière. En revanche, ici, vous avez la FIFE qui l'autorise. Hein. La FIFE ne demande juste que les pattes soient grandes, rondes, avec des touffes interdigitales bien fournies. Et ici, vous avez le TICA. Alors, je ne vous ai pas mis là où c'est écrit parce que vous voyez qu'en fait, juste quand vous allez consulter le standard du Maine Coon, vous voyez qu'on vous demande un Maine Coon groupe MC ou MCP, groupe Maine Coon ou Maine Coon polydactyle. Mais ces chats, pourtant, ils étaient en parfaite santé. Ils avaient un gabarit rustique fonctionnel, mais ils ne rentraient pas dans les cases pour devenir des champions, en fait. Donc, ils avaient des têtes trop carrées, trop plates, des museaux trop droits, pas assez d'ossature, trop d'ossature. Ils n'avaient pas de stop. Des oreilles étaient trop courtes. Le gabarit était moins long que ce qu'on voyait en concours. Ils sont plus courts et plus massifs, en fait. Hein. Les chats des lignées oubliées, les fondations et les hautes crosses sont moins longs, plus massifs, plus trapus en fait. Hein. Ils sont un petit peu cobies. Ils sont lourdingues hein, quand ils marchent. Ils sont pas très gracieux, ils sont pas très habiles. Enfin, ils sont très habiles, mais pas. Ils sont pas très élégants. Voilà, ils sont pas élégants, pas raffinés. Et du coup, c'est un rejet en confirmation, une absence de reconnaissance officielle. Et ils sont disqualifiés souvent des expositions quand on commence à pouvoir les emmener pour pouvoir les faire enregistrer. On ne les trouve pas beaux, donc on les écarte. La polydactylie, elle, comme on en parlait déjà tout à l'heure, hein, elle est systématiquement exclue. Pourtant, historiquement présente dans la race, hein, depuis le départ, on le sait, on a des écrits depuis 1848 sur de la polydactylie, mais c'est pas grave. On la considère comme un défaut. Le LOF et la plupart des fédérations refusent l'accès à la confirmation des chats polydactyles. Aucun argument de santé n'est avancé. Hein. Juste une barrière esthétique, où on vous dit que c'est une tare, donc il faut l'enlever. Alors qu'on sait très bien que c'est plus une tare. Le mot c'est une anomalie. Et attention, le terme anomalie génétique n'est pas la même. Enfin, le terme anomalie en génétique n'a pas la même signification que anomalie en français courant, en fait. Hein. Le mot polydactyle devient un verdict et plus une caractéristique. Ce qui faisait partie des origines, maintenant, ça devient une faute. Et on les écarte. Et on écarte avec eux, en fait, au final, tout ce vivier génétique qu'ils auraient pu ramener. Les lignées sont refusées, même si la santé est OK, même si les structures sont OK, même si on leur fait passer des tests et que tous les tests sont OK, on les écarte, même s'ils ont un tempérament stable. Hein. S'ils ont un tempérament stable, avec un phénotype qui est plutôt équilibré, mais pas vraiment comme un chat de concours de l'époque. Ils ne ressemblent pas à Zonkébil, mais ils ont quand même un profil plutôt équilibré. Ce sont des chats bien dans leurs pattes, bien dans leur tête, mais ils sont trop différents de ce qu'on est en train de jouer pour le MCBFA et les autres organisations félines. Le pédigré est quasi vide ou partiel, et ça c'est vu comme un risque par les autres éleveurs, pas comme un espoir en fait. Pour eux, c'est on ne connaît pas. Donc, on écarte. Le standard visuel, au final, l'emporte sur la diversité génétique. Alors qu'on sait déjà à cette époque-là hein, que ce que nous coûtent les clones et ce que nous coûte d'avoir fait ces mariages redondants et cette consanguinité qui commence déjà à apparaître. Hein. Tout le monde le sait déjà à l'époque et pourtant on les écarte. On les écarte proprement et simplement. C'est comme si on disait ton chat est parfait, mais il rentre pas dans la bonne case. Et c'est là qu'un mur se construit entre ce qu'on appelle la race et ce qu'elle était vraiment.
La race du Maine Coon, en fait, en 1980, elle devient la race du Maine Coon. Mais on oublie tous ces chats que je vous ai montrés là juste avant. On oublie tous ces chats, en fait, qui font partie du Maine Coon. On les écarte. On n'en veut pas. Et ça, c'est la vague, en fait, la troisième vague, c'est la vague des oubliés. C'est la vague où il y avait quelques hot cross déjà, hein. Les hot cross commençaient à apparaître. C'est la vague des chats qui n'avaient plus de lien avec le top 5, alors que le top 5 était présent partout dans les expositions. C'était des pédigrés vierges ou avec quasiment pas de nom. C'était une richesse génétique immense qu'on a étouffée au nom des concours et de l'uniformité. Ce que certains voyaient comme des erreurs, d'autres appelaient ça des chances. C'était des hot cross et des fondations. Alors oui, le mot fondation a été vidé de son sens en fait au final, parce qu'on a appelé le top 5 des fondations. Alors moi, souvent pour faire la différence, je dis les fondateurs, parce que le top 5 au final, c'est les fondateurs de la race. Et les fondations, ben, c'est ces chats-là que vous avez en ce moment, ce petit charroux qui vous regarde. Oh, j'ai dit une couleur. Bon, pour l'instant, ça va, j'ai pas reçu de message. Parce qu'on a oublié qu'une fondation, en fait, c'est pas une décoration, c'est ce qui tient tout le reste, hein. Et bah, si on oublie ça, on oublie tout. Et c'était important de faire cette partie-là, que c'est encore un petit peu historique, mais en même temps, enfin, il faut savoir en fait ce qui s'est passé dans ces années-là. Il faut savoir qu'après 90, hein, alors l'époque charnière, c'est 1977, hein. Là, vous avez une grosse bascule, c'est Couette de chasse racontante, c'est là où il y a eu l'ordre 66. 1977, c'est l'ordre 66. C'est là où on commence à écarter tous les fondations et tous les hauts cross, hein, de façon propre et assez vieux. Enfin, c'est propre et assez violent quand même, hein. Du coup, on arrive à la partie 2. On va voir ce qu'est un fondation et ce qu'est un haut cross en fait. Alors si on veut brouiller les pistes, il n'y a rien de plus simple, on mélange les mots, les définitions, les intentions et c'est exactement ce qui s'est passé avec les termes fondation et hot cross. Donc on va remettre les définitions à plat. Un fondation, pardon, un chat de fondation, alors vous entendrez aussi chat de nouvelle fondation. C'est pour faire la différence avec le top 5 en fait, hein. Quand on vous dit nouvelle fondation, c'est une partie de ces chats oubliés. Donc c'est un chat qui n'a pas d'ancêtre enregistré dans la race, qui est souvent trouvé localement dans l'état du Maine, dans des fermes, dans des rues, dans des lignées perdues ou oubliées qui ont été travaillées un petit peu à l'écart. Il n'a pas d'origine certifiée, il n'y a pas de lignée traçable dans Popez. Il entre dans la race, il ne vient pas de la race. Je ne sais pas si vous voyez la différence en fait. Quant au hot cross, alors le hot cross, il est souvent merci pour tous vos cadeaux, hein. J'avais pas vu, pardon. Merci beaucoup. Le hot cross, il est souvent défini par Popez en fait, hein, mais on verra que bon, la définition n'est pas non plus. La définition est pas. On la remettra un petit peu en cause tout à l'heure, hein, la définition selon Popez, hein. Donc c'est un chat qui n'a aucun ancêtre commun avec les top 5 sur 5 générations. Donc un chat génétiquement isolé d'une lignée dominante, mais qui ne peut être ultra consanguin, mais qui peut être, pardon, ultra consanguin avec lui-même. Ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, vous pouvez travailler en inbreeding avec un hot cross. Mais il n'a pas normalement de lignée chaud dans le début de ses lignées. Dans les 5 générations, il n'y a pas de lignée chaud. Mais ce n'est pas une règle stricte. On lui demandera aussi également d'avoir moins de 20% de clones, moins de 50% de top 5, moins de 35% de top 3 et moins de 25% de top 2. C'est ce que vous dira Popez en fait. Mais au niveau ICO, on ne lui demande rien. On ne lui demande pas d'être en dessous de 10%, loin de là. Alors le top 5, ce sont les 5 chats, comme je vous ai dit tout à l'heure. La proportion du top 5 est mesurée sur 10 générations, mais l'absence sur les 5 premières est souvent utilisée comme le seuil pour créer les hot cross en fait, de travail. Les clones, c'était les 17 chats issus du top 5, hein.
défini par le docteur Solveig Fugger comme ayant une influence génétiquement disproportionnée dans les lignées de 1980 à 90. Alors pourquoi 5 générations? Pourquoi les hot cross ne doivent pas avoir de top 5 sur les 5 premières générations? Parce que vous me direz maintenant, en fait, ils ont donné en fait ce barème-là dans les années 90, mais en fait aujourd'hui, regardez vos chats de lignée tradie, ils ont rarement du top 5 dans leurs 5 premières générations. Donc maintenant, on arrive sur un petit peu une norme qui est un petit peu bancale en fait. Alors pourquoi? Parce qu'avant 5 générations, la présence d'un clone ou d'un top 5 est considérée comme génétiquement active. On considère qu'une fois que vous avez dépassé 5 générations, vous l'avez dans votre pédigré, mais c'est plus actif. Donc elle est plus diluée, l'influence est un petit peu plus diluée, mais certains éleveurs de hot cross vous diront qu'ils ne veulent pas de top 5 sur 10 générations. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est plus logique en même temps, hein. En fait, si on veut un hot cross, on veut un chat qui sort un petit peu de ses lignées chauds. Et c'est important ça. Donc du coup, on demande aucun top 5, aucun top sur 7 ou 10 générations. Ça dépend des éleveurs de hot cross que vous croiserez. Et on demande toujours moins de 20%, même sur 10 générations, au niveau des clones. C'est pour ça que je vous ai refait le live de mercredi pour que vous soyez OK avec les clones et les top 5, hein. On demande souvent aussi une AVK inférieure à 85% sur 10 générations pour un hot cross. Là, vous avez la définition du hot cross dans les termes que Poppets vous donne. Donc Poppets, lui, promeut pas de top 5 sur 5 générations, mais voilà, moi je trouve que maintenant c'est complètement dépassé puisque la plupart des tradis n'ont pas de top 5 sur leurs 5 premières générations. C'est un bon début, en fait, de ne pas avoir de top 5 sur 5 générations, mais ce n'est pas une garantie, parce qu'un chat, il peut être sans top 5, mais pourtant, il peut être bourré de consanguinité sur d'autres critères. Donc, en fait, il faut vraiment arriver à Sur les hot cross, il faut arriver, on le verra tout à l'heure, il faut vraiment arriver à une espèce d'équilibre, en fait. Et dans les méandres de l'élevage, on apprend vite à faire illusion, en fait. Il suffit de 5 générations son top 5 pour que certains vous affichent fièrement un chat haute cross alors qu'il ne l'est absolument pas. Mais c'est vendeur d'avoir un chat haute cross, ça apaise et puis ça rassure les gens un petit peu naïfs. Donc il faut faire ça à vos souhaits, quoi. À vos souhaits, pardon, j'ai lu le commentaire de Couette de Chat. Ça rassure les naïfs, il faut faire attention à ce que vous voyez et à ce qu'on vous annonce. Derrière un label haute cross, il faut vraiment vérifier, vérifier vraiment il faut interroger l'éleveur, hein. Vous ne pouvez pas. Il doit s'y connaître, en fait, il doit pouvoir vous présenter tous les taux, vous expliquer ce que ça signifie, pourquoi, comment son chat est haute cross et d'où il vient surtout. Il faut faire attention, voilà, aux faux haute crosseurs, on va dire entre guillemets. Mais derrière un label, ben, rien n'a été soigné en fait, hein. C'est pas parce qu'on vous met un label haute cross que quelque chose, enfin que tout va mieux, hein, que la terre, le ciel est bleu, les oiseaux chantent. Non, loin de là, hein. Les mutations défaillantes, elles sont toujours là, hein. Le cancer familial, il est toujours tapi dans un petit coin en silence. Le pédigré est peut-être joli au niveau génétique, sur le papier, mais la lignée n'a pas été reconstruite, hein. Aucun travail, s'il n'y a pas de travail de sélection réel, si vous tombez sur un hot crosser là, qui fait du hot cross en jouant que sur un taux, hein, vous avez vraiment aucun travail de sélection en fait réel. Il n'y a pas de recul non plus, il n'y a pas d'observation rigoureuse. C'est comme en fait, là on commence déjà à parler un petit peu du pansement Batman sur une plaie ouverte, hein. C'est une lignée qui est quand même dégénérée, mais on l'appelle quand même hot cross. Je ne sais pas si ça va, si vous me suivez en fait. Le terme hot cross, en fait, ça ne veut pas dire qu'il y a une santé génétique derrière. Certains utilisent le terme hot cross comme du marketing, un petit peu comme les polydactyles. Et ça, faut y faire très attention, hein. C'est pas une erreur hein, quand ils vous font ça. C'est juste un système c'est un système de marketing pour mieux vendre, tout simplement. Et moi, là, ce soir, je ne vous parle pas de hot cross sur papier, hein. Je vous parle de hot cross réels qui sont cohérents, travaillés, pas avec un effet juste, hop, je fais un petit tour de lignes dégénérées. Oui, oui, il y a des lignes dégénérées même dans ce qu'on vous annonce comme des hot cross. Il faut faire très attention à ça. Je ne sais pas si vous voyez le piège en fait.
On peut vous proposer, enfin, on peut vous dire, bah, mon chat a moins de 50% de top 5, mais à côté de ça, il a une ICO de 25, il a une AVK à 50. Bah non, c'est pas un haute cross. C'est juste un tradi qu'on a travaillé avec un fondation ou un haute cross sur une seule génération et qu'on a balancé. Oui, c'est comme les XXL, c'est du marketing. Je vais vous montrer un tableau Esprit des félins tout à l'heure à la fin. Enfin, c'est pas à la fin, c'est un petit peu plus loin. Vous allez avoir un tableau qui vous montre. Alors, je l'ai fait. Enfin, on peut en parler, hein, mais c'est pas pour me vendre, hein. Ça, je m'en fiche. Je l'ai fait sur mes chats à moi pour vous montrer. Et je l'ai fait sur plusieurs générations, comme ça, vous voyez mon travail et comment on travaille le hot cross aussi en même temps. Pour vous montrer avec justement, avec des entrées de chats traditionnels dans certains pédigrés, et ça va vous montrer voilà comment on travaille en haute cross et comment on doit équilibrer son pédigré en fait. Je suis sûre que vous êtes impatient du coup de voir ce tableau. Et alors vous me direz, alors là j'ai fait l'inverse de l'autre jour. Ah ben le tableau il est juste après celui-ci. Là c'est un petit rappel de tout ça, je vous le mettrai de toute façon dans les teasers juste après, hein. Il y en a qui travaillent beaucoup plus dur que moi, hein. Je ne veux pas me jeter des fleurs, hein. Mais il y en a qui travaillent beaucoup plus dur que moi et il faut faire attention. Il y a des pays où il y a beaucoup de hot crosseurs et il faut faire attention, hein. C'est pareil, hein, on en parlera peut-être tout à l'heure avec les fondations, mais vous avez des faux fondations, hein. Bien faire attention d'où vient le fondation. Il y a beaucoup d'effets marketing hein, là-dessus. Il y a beaucoup d'effets de manche. Voilà, on va dire des effets de manche. Donc pour une fondation, c'est pour vous montrer les différences à peu près, hein. Sur des fondations, vous avez des chats locaux qui sont dans des fermes, dans des rues, lignes oubliées. Ils n'ont aucune traçabilité au niveau de Popeds ou des pédigrés, hein. Ils sont entrés dans la race par enregistrement initial. Je rappelle que le livre des origines est ouvert chez le Maine Coon, hein, avec une déclaration fondation. Ça c'est pareil, on doit pouvoir vous le montrer maintenant, hein. Il y a des papiers officiels, hein. L'objectif ou l'effet de faire entrer en fondation, c'est d'introduire du sang neuf réellement. Le risque ou le défaut potentiel quand vous rentrez du fondation, c'est qu'on a des origines floues, qu'on a des défauts imprévus et qu'on ne connaît pas, on ne connaît rien de ce chat. On ne connaît pas son passé. Sur du hot cross, on a des Maine Coon qui ressemblent un petit peu plus à des Maine Coon en fait. Ils sont isolés génétiquement, c'est-à-dire ils n'ont pas beaucoup de top 5. Je ne sais pas où je suis. Je ne suis pas avec vous. On n'a pas beaucoup de top 5 sur les 5, enfin normalement sur les 5 premières générations. Moi c'est pareil, hein, j'essaye de ne pas en avoir sur 7 en fait, hein, générations. Après, bon, parfois on est obligé de faire des compromis aussi, hein. Il est déjà dans la race en fait, mais avec des lignées peu connues ou exclues, qui sont un petit peu à l'écart des lignées dominantes. On a une diversification du pool génétique avec ce chat-là, mais on peut avoir une fausse diversité si la lignée est consanguine. Si les hot cross sont travaillés en inbreeding, je vous en montrerai un juste après, ben vous avez une fausse diversité. Il faut faire attention comment vous le travaillez. Bonsoir. Je pense que je démarre peut-être les lives trop tôt, hein, parce que tout le monde arrive super tard en fait. Donc plus démarrer à 21h, c'est une question à poser ça. Allez, faites un sondage. Je regarderai le résultat à la fin. Je vous promets que cette fois-ci, je regarde le résultat. Tous les chats clonés. Alors tous les chats clonés, tous les clones, c'est en fait tous vos lignées traditionnelles en fait, hein. Je les ai rentrés dans les clones pour être plus rapide. Ce sont des chats qui sont tous issus du croisement du top 5 et des clones d'ailleurs. Ils ont un fort taux de consanguinité détecté, hein. Ils sont tous au-dessus de 10%. Je vous rappelle que normalement, pour un taux de consanguinité sain, doit être en dessous de 5%, hein. L'ICO doit être en dessous de 5%. Pour n'importe quel animal, hein. On va être clair. Donc au-dessus de 10%, c'est une catastrophe. Les sudistes, ils mangent plus tard. Oui, ça c'est vrai aussi. Ils ont été utilisés massivement, ces chats traditionnels, pour homogénéiser la race.
Ils sont conformes aux standards par contre, mais vous tombez, le défaut potentiel, c'est qu'on tombe sur une saturation au niveau génétique, ce qu'on a vu déjà la dernière fois. Le top 5, eh bien, c'est les 5 individus fondateurs les plus présents. Ils sont extrêmement fréquents sur 10 générations, hein. On les retrouve, prenez vos pédigrés. En fait, il suffit de cliquer sur Fondation, vous allez voir votre top 5. Votre top 5, il est au-dessus de 70%. Donc, je vous rappelle que ça veut dire que votre Maine Coon possède 70% du pool génétique de ce top 5, hein. Ils sont une référence visuelle et dominante, hein. Euh, L'objectif, en fait, c'était d'avoir une stabilisation esthétique et de fonder la race. Et d'avoir un type homogène. Et c'est comme ça qu'on fonde les races, hein. De toute façon, c'est avec de la consanguinité. Mais après, il ne faut pas surutiliser, et là, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a uniformisé, ok, la race, mais on a perdu énormément en diversité. Et Poppets, ils pensent quoi? Poppets, en fait, c'est un outil. Alors oui, vous avez des éleveurs derrière, hein. C'est des éleveurs suédois pour la plupart, hein. Suédois et norvégiens. Poppets, c'est maintenu par ça. Mais c'est un outil. Il peut être utilisé ou détourné. L'ICO, le coefficient d'inbreeding, n'est pas pris en compte dans la définition de l'outcrossing, je vous rappelle. On peut donc faire des mariages consanguins avec des chats outcross. Ça, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Résultat, pardon. Et ce soir, ça va pas, hein, je bégaye. Résultat, on va avoir des lignées qui sont cosmétiquement. Elles vont avoir un super maquillage, en fait. Ok. Et je ne. Ah oui, je le vois, ça y est. Je vois votre sondage. Il faut que je surveille, du coup. On va avoir des lignées super bien maquillées. En fait, ce que je vous disais tout à l'heure, on va avoir des hot cross super beaux, mais qui sont génétiquement à risque parce qu'ils ont été travaillés en inbreeding. S'ils sont travaillés en inbreeding sur une génération, ça va. Tu veux que je mette le live en pause? Oui, allez. Je vous mets le live en pause, allez tous voter. Et on continuera sur les... parce qu'après, c'est le tableau. Juste après ça, c'est le tableau. Donc, c'est un gros morceau quand même pour expliquer. Vous allez voir comment on travaille des lignées haute cross et fondation. Enfin, comment moi, je les travaille surtout. Il y en a d'autres qui travaillent différemment. Et je vais me prendre des pastilles de miel avant de ne plus avoir de voix. Euh, tu peux avoir dans leur pool génétique du top 5, hein. Dans les hot cross maintenant, surtout si tu as des hot cross travaillés, hein. Si tu prends du hot cross travaillé, tu as du top 5, hein. Faut pas se voiler la face, hein. Moi je vais vous en montrer deux, hein. J'en ai un qui est hot cross que sur un. Moi en général quand je travaille en hot cross, il doit être hot cross sur tout. Il a tout ce qu'on lui demande. Si tu prends un mâle américain, du coup, un haut de cross ou un fondation, un haut de cross avec une femelle russe, bah, tu vas faire baisser mécaniquement tous les chiffres, hein. Ça, c'est pareil, c'est du maquillage, hein. Mais tu vas faire quoi du chaton derrière, esprit des félins, en fait? Parce que il y a des pédis. Je crois pas que Uriane soit là ce soir. Je crois pas qu'Uriane soit là. Parce que lui, il a un pédigré intéressant où tu as eu de. Il reste 1 minute, 2 minutes pour le sondage. Euh, Uriane avait un chat avec un pédigré intéressant parce que c'est du chat russe qui a été marié avec un hot cross russe, un fondation russe même. Enfin, un fondation qui avait été acheté au Canada, qui avait été intégré dans un élevage russe. Et en fait, au bout de 3 générations, tu tombes sur un chat qui est à nouveau traditionnel. Esprit des félins. Tu vois ce que je veux dire en fait? Donc, si tu ne le travailles pas sur plusieurs générations, il n'y a aucun intérêt en fait. Tu vas juste baisser mécaniquement pour une fois. En fait, il faut que tu le travailles, ouais, sur 2, 3 générations pour vraiment faire baisser l'homozygossie en fait, hein. Après, tu peux faire baisser l'homozygossie avec des tradis mariés entre eux, hein. De rien.
Tu vas voir le tableau après, tu comprendras mieux, je pense. Parce que moi, j'ai intégré quelques traditionnels, mais quand je prends des traditionnels, j'essaye de prendre des tradis qui sont pas très élevés en ICO, hein. Mais on en trouve, hein. Tu peux avoir, il y a des belles, il y a des lignées quand même qui ont été éclatées. Donc après, le top 5 c'est le plus dur, de toute façon, c'est le top 5 à faire descendre, hein. C'est pas l'ICO, hein. L'ICO, tu l'as fait baisser très vite, en fait, au final, hein. C'est vraiment le top 5 qui est c'est très compliqué à faire descendre. Très long. Allez, il vous reste 8 secondes. En général, il faut démarrer avec des femelles. Zéro. Donc, comment je vois maintenant ce sondage? Super, il me dit qu'il est à zéro, mais je vois rien. Terminé. Alors, dis-moi. Super. Réponse A, 33%. Réponse B, 33%. Réponse C, 33%. On est super bien avancé. Alors, je ne sais pas abaisser ce que c'était, mais... Donc, tout le monde est à 33%. Enfin, les trois choix sont à 33%. Donc, bah, je pense que... je ne sais pas ce que vous aviez mis en choix A, B ou C. Et réponse D, la mère morte. Ok. Je ne sais pas ce que vous avez mis comme choix, mais on va essayer de faire une heure à peu près au milieu, on va dire, du coup. Donc on en était où? On en était sur ce top 5. Bon, non, bon, on l'avait fini. Donc Popeds, oui, je vous parlais de Popeds. On peut donc faire des mariages consanguins, même sur des chats haute crosse, hein, c'est autorisé. Résultat, donc vous avez des lignées qui sont... Ouais, mais ce serait 21 heures, quoi, en fait, du coup. Ce serait plus 21 heures, je pense. Ça finit un petit peu plus tard, ouais, c'est ça, pour ceux qui se couchent tôt. Je ne vise personne. Je ne vise aucune poule du secteur. Donc on a voilà des lignées qui sont avec un maquillage très joli, mais qui sont génétiquement à risque vu qu'elles ont pas mal d'homozygosie, hein, dans leur lignée. Est-ce que c'est une dérive pour moi? Oui, de travailler en inbreeding avec ces lignées-là. Euh, alors pourquoi? Je vais vous le dire quand même, puisque c'est mon avis. Ne pas inclure l'ICO dans la définition du hot cross revient à ignorer la pression réelle exercée sur le pool génétique. Un chat peut avoir zéro de clone, mais être à 18% d'ICO, c'est pas logique. C'est pas logique, ça n'a pas de sens biologiquement en fait, parlant. Au niveau du scoring de la consanguinité sur ces lignées, c'est absolument, il n'y a pas d'autre mot, débile. Donc, moi, Alors, certains éleveurs vont profiter, hein, de ce flou-là. Après, si vous avez fait de l'inbreeding pour justifier quelque chose, pour fixer quelque chose, si c'est justifié, moi, ça me va. Mais s'il n'y a pas de justification, que c'est juste, ben... Alors, la plupart du temps, il y a une justification, mais si c'est pour des couleurs, hein, on évite, quoi, en fait. Il y a d'autres manières de travailler, c'est plus long, mais on peut travailler autrement, quoi, en fait. Donc, il y a beaucoup d'éleveurs qui vont profiter dans l'autre crossing de ce flou-là pour pratiquer du line breeding très serré. Alors, le line breeding, c'est autre chose que l'inbreeding, mais en fait, ils vont marier des grands-oncles ou des grands-tantes. Il faut faire attention à toutes ces choses-là, hein. Dire des billes, oui, je peux dire des billes aussi. Euh, il faut vraiment vérifier sur le hot cross, oui, il faut vraiment vérifier parce que vous allez qui vont, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ça peut avoir un effet marketing d'avoir des hot cross. Et souvent, on ne vous parlera pas d'AVK. Et l'AVK, en fait, ça permet de cacher ben, pas mal de choses, hein. Si on ne vous parle pas d'AVK, on ne vous parle pas. En fait, avec l'AVK, vous pouvez voir tous les doublons qu'il y a eu dans le pédigré. Donc ça, vraiment, demandez l'AVK quand vous allez chercher un chat haute cross, en fait, hein. C'est super important. Moi, je refuse en fait l'hypocrisie de dire que l'ICO ne rentre pas dans le. Moi, mes chats, ils sont tous en dessous de 10. C'est pas possible en fait. Et moi, dès que je vois un chat au-dessus de 10, mes yeux, ils commencent à sortir de la tête, hein. Mais je trouve que c'est pas logique, que c'est pas sérieux, que c'est pas éthique en fait.
de produire des chats des autres crosses. Après, j'en ai qui sont au-dessus de 10. Ça, c'est pas. Je vous dis, il y a des choix à faire après. Mais vous pouvez pas dire que vous produisez de l'autre cross et produire un chat à 16%. Pour moi, c'est pas éthique. Pour moi, un hot cross valide, il doit avoir moins de 5. Il doit être entre 7%, entre 0 et 7%. Oui, ça sert à rien. C'est mettre des jolis pansements. C'est Couette de chat qui va être contente tout à l'heure. Je lui ai fait un slide que pour elle. Alors, l'autre jour, il faut que je regarde mes slides vite fait. Je vais peut-être vous en parler tout à l'heure de ça. Ou je vous parle maintenant parce que sinon après je vais oublier. On m'a parlé de ces chats de fondation qui étaient à 0% sur Popeds. Alors, qu'on soit clair, un chat fondation de première génération, effectivement, il est à 0%. Mais pourquoi il a aucun chat n'est à 0%, hein. Ça, on va se... Alors, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, mais consanguinité totale, il faut cliquer dessus, hein. Votre chat sera toujours à 0%, hein. Alors, ceux qui ont cliqué dessus et le chat est à 0%, oui, c'est que vous êtes en face d'un chat de première génération fondation. Mais en fait, ce chat-là, ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est une entrée vierge dans la base de Popeds. On n'a pas d'antériorité, on ne sait pas d'où vient le chat, on ne sait pas comment il est né. Donc on lui met un zéro d'office en fait. Mais il a peut-être pas zéro, hein. Mais de toute façon, c'est pas le problème n'est pas tellement là qu'il soit zéro ou pas à zéro, mais il n'est pas à zéro. Il faut partir de ce principe-là. C'est que souvent, en fait, comme il a été pris dans une ferme tellement éloignée des lignées avec lesquelles on va travailler, que oui, c'est comme si on mettait un zéro, en fait. Il faut le prendre dans ce sens-là, ce zéro, hein. Pas autrement. Mais tu sais qu'il y avait un éleveur. Bon, maintenant, je vais plus sur Facebook, hein. Je m'étais pris la tête avec un éleveur de Facebook à cause de ça, hein. Il me soutenait que son chat était à 0%. Je lui ai fait, mais non, c'est pas possible. Il m'a donné le nom de son chat, j'ai cliqué, son chat était à 19, 19 dico. Je crois que oui, lui, il a eu mal ce jour-là, hein, mais j'ai pas été gentille. Mais on peut pas laisser. Enfin, il faut savoir utiliser Poppets, quoi. C'est un minimum. Donc, on arrive à ce tableau. Voilà, donc là, c'est tous mes chats. Je suis partie de rien. Pas de clone, pas de garantie, pas de promesse de podium, juste des chats solides, bruts, observés avec patience. Je rappelle que je choisis jamais mes chats sur leur physique, mais toujours sur leur génotype en fait. Alors aujourd'hui, oui, j'ai construit une lignée. Ça fait 15 ans que je le travaille, ce chat-là. Et aujourd'hui, au bout de 15 ans, j'ai construit une lignée. Elle n'est pas parfaite, loin de là. Je ne dis pas que j'ai les plus beaux chats du monde, loin de là. Ils sont encore un petit peu loin du standard pour certains. Mais ils sont vivants, ils sont cohérents et il y a une conscience derrière, en fait. Et, euh, et ça, c'est pas une illusion généalogique, c'est ça pour moi l'élevage, en fait. Alors là, les chiffres sont tout petits, vous les voyez pas. Je vous les ai mis en plus grand, je suis gentille, ce soir. Hop, je vais voir avec vous si ça se voit. Alors en haut, vous avez Galatée, c'est la première femelle. Donc voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On démarre toujours avec une femelle, hein. C'est une femelle haute crosse, c'est une femelle primaire. Hop, le bon curseur. C'est une femelle primaire, c'est-à-dire qu'il y a du fondation pas très loin derrière, hein. Elle est à 3,3% de consanguinité, elle est à 44 en top 5, elle est à 18 en clone, elle est à 91 en AVK sur 5 générations, elle est en 71,55. Je vous ai remis le même code couleur exactement que la dernière fois. Nous avons Lavali qui est une fondation de 4e génération, donc elle c'est un chat de ferme, hein. Elle est à 2,5% d'ICO, elle est à 26% sur le top 5. Elle est à 12 sur les clones, elle est à 98 en AVK et 94 sur 10 générations. Donc vous voyez vraiment la différence entre un fondation et Galatée qui est une haute cross. Et là en dessous, c'est que des hautes crosses, hein. Il y a un tradi, il est ici. C'est celui qui est en orange. C'est le tradi. Vous avez Epipouray qui est un hot cross travaillé, hein, qui a été travaillé en inbreeding. C'est le premier mâle que j'ai acheté. Donc j'étais pas encore, j'avais pas toute la science, on va dire entre guillemets, que j'ai maintenant.
Voilà pourquoi il est là. Après, je l'ai pris parce qu'il m'a ramené la polydactylie aussi. C'est lui qui m'a permis d'intégrer la polydactylie dans mon élevage. Mais sur ces taux-là, c'est ce que je disais la dernière fois, même s'il a été travaillé en hybridique, en fait, c'est un chat qui est tellement diversifié quand même que si vous le mettez avec n'importe quel autre chat, en fait, il vient de lignées pas très utilisées, des lignées fondations qui sont pas très utilisées derrière. Donc du coup, il se marie très bien avec les autres chats. Il y a ça aussi. En fait, il faut faire vraiment une espèce de balance entre le, le génotype de votre chat et les mariages que vous allez faire derrière. C'est ce que je vous disais une fois, quand vous travaillez du haut cross, vous faites vos mariages, vous connaissez vos mariages quasiment 3 ans à l'avance, hein. Vous savez ce que vous allez faire. Donc il a 42 en top 5, il a 18 en clone, il a 82 en AVK, 61 sur 10 générations. Et pourquoi 61? Parce que il a 12% de consanguinité. Ensuite, on a Nemo, qui s'appelle Calci en fait. Moi, je ne l'appelle pas Nemo. Alors, il est hot cross sur un seul. Il est hot cross sur un seul. Il est hot cross grâce au top 5 en fait, hein. Il est considéré comme hot cross grâce à son top 5 qui est en dessous de 50%. Mais pour moi, c'est un traditionnel travaillé dans le sens on veut de la perte de consanguinité. Et vous, je pense que c'est ce que vous cherchez à faire en fait. Plutôt des chats comme Nemo. Nemo a été travaillé avec des hot cross, hein, sur 2-3 générations pour arriver à un chat comme lui. Donc il a 6% de consanguinité, ce qui est déjà très bien, il est en dessous de 10. Il a 45,6 en top 5, ce qui lui permet d'être en haute cross. Il a 21 sur les clones, donc il est au-dessus de ce qu'on demande à un haute cross. Par contre, il est à 100 sur 5 générations, ça veut dire qu'il n'y a aucune redondance, hein. Oui, bonne soirée, tribu de poil. Et on voit qu'en revanche, c'est là où vous voyez le phénomène de tradi, il est à 60 sur 10 générations, parce qu'on retrouve le top 5 assez massivement en fait. Là, je vous ai marqué que c'était le père. Là, vous avez sa fille, Sansa. Donc elle, c'est une hot cross. Alors j'ai mis première génération, c'est pas... Ouais. Oui, c'est la première génération après Nemo en fait. Donc du coup, elle est à 6,6. Sa maman, c'est Junon. Sa maman est la fille de Galatée. Galatée est la grand-mère de Sansa en fait. Et Ipip est le grand-père de... Enfin, c'est pas Ipip, c'était le frère d'Ipip, Oudi. Mais donc, du coup, Oudi a les mêmes taux que Ipip, hein, donc c'est pareil. Galatée et Ipip ont eu un enfant, Junon, qui a été marié avec Nemo, qui a donné Sansa. Donc Sansa est une autre cross de première génération chez moi. Elle est à 6,06 en consanguinité. Elle est à 44 en top 5, à 19 en clone. Donc vous voyez qu'on a réussi à faire baisser les clones, mais pas tant que ça, l'ICO. Et on est à 95 sur l'AVK sur 5 générations. Et 60, ça, on l'a pas changé. Tu vas te faire des frites? Nous aussi, on a droit à des frites, du coup? Non, je ne dis pas de bêtises. Et vous avez ces photos de ATT Walker que vous avez vu. C'est le chaton qui est né le mois dernier, hein, ATT Walker. En plus, il a un nom Star Wars. Donc, c'est le fils de Sansa, en fait. Donc, le petit-fils de Nemo. Donc, si vous vous basez par rapport à Nemo, vous voyez que ça y est, on redescend encore. On est à 5,62 en consanguinité. On est à 41,6 en top 5. Donc, le top 5 continue de descendre, hein. 19,1 sur les clones. Les clones, on voit qu'ils continuent de descendre. 98,3, on voit que l'AVK remonte. Et 62, vous voyez qu'elle remonte aussi là à nouveau. Donc là, vous voyez qu'il y a déjà un travail qui a été fait par rapport à Nemo pour récupérer. Alors Nemo, en fait, pourquoi je l'ai pris? Parce qu'en fait, il a ramené du gabarit et de la boîte, de la tête, en fait. Je l'ai pris pour ça en fait, parce que comme il est travaillé, il ramenait ça. Et vous voyez ici du coup, donc il y a sûrement, alors je vais pas garder ATT Walker, mais je vais sûrement garder sa sœur, Asajj Ventress, qui sera remariée avec le prochain mâle qui rentrera dans la chatterie et qui sera sûrement en fondation pour le coup. Donc ces taux vont continuer de descendre en fait. Et donc là, vous êtes sur la 3e génération. Ensuite, vous avez Lavali, celle qui est tout en vert, la fondation. Lavali, c'est pareil, elle a été mariée à Ipip, elle a eu une fille qui s'appelle Nymphadora, qui est ici.
Donc là, vous voyez Hipip qui a deux capteurs rouges, hein, et vous voyez Nymphadora qui rebascule totalement dans le vert, sauf sur la VK à cause de son père, justement. Sur 10 générations, hein. C'est pas non plus catastrophique. Mais bon, c'est pas terrible non plus. Mais bon, du coup, vous voyez que c'est plutôt pas mal. Alors oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de marier avec un fondation qui a des taux super bas, bah, en fait, au final, ça vous fait que bah, vous avez un chat hyper clean. Oups, pardon. Vous avez un chat hyper clean derrière, hein, niveau génétique. Mais si ce chat-là, vous ne le travaillez pas, que vous le remariez à nouveau avec un chat consanguin, si ce bébé-là, vous le mariez avec un chat consanguin, vous allez repartir à l'envers, en fait, hein. Donc, j'ai gardé une femelle, parce que moi je travaille en lignée matriarcale. J'ai gardé une femelle de Nymphadora qui a été mariée avec Nemo à nouveau pour récupérer du gabarit et pour se rapprocher. En fait, c'est juste pour se rapprocher du standard, hein, que Nemo a été intégré dans le programme. Donc, on a Ocarina of Time qui est née, qui est Hot Cross, du coup, maintenant, elle est plus fondation. C'est un travail de première génération. Elle est à 4,56, donc on est en dessous de 5%. On est à 39,8 en top 5, donc le top 5 est totalement maîtrisé. Les clones sont maîtrisés aussi parce qu'on n'est qu'à 18,2. On est à 98,4 en AVK, donc on est proche du 100. On est à 63, toujours à cause de Nemo, sur l'AVK sur 10 générations. Si on essaye de faire je veux pas me jeter des fleurs, mais si on veut regarder en fait de façon assez impartiale ce travail-là, le fait que la VK sur 5 générations est la plupart du temps supérieure à 85%, ça c'est plutôt, à part pour Hippie Pourreille, on est plutôt sur un très bon indicateur. On est plutôt sur un très bon indicateur. Ça veut dire qu'il y a peu de mariages redondants sur 5 générations. La VK sur 10, par contre, vous voyez qu'elle est moyennement correcte et même des fois ça va pas trop, hein. Sur ça, il faudrait travailler encore pour essayer d'évacuer le top 5 des 10 générations. Après, plus vous avancez, plus il s'efface tout seul aussi en même temps, hein. Au niveau des clones, bah là, c'est top parce que vous avez, à part Nemo, mais Nemo, je l'ai acheté. Si vous enlevez Nemo qui a été acheté, et il pipe aussi, remarquez, tous les chats sont en dessous de 20. Oui, sur 5 générations, il faut voir sur 10, mais sur 5 générations, 95, c'est bien, hein. C'est bien. Il faut être assez haut parce que, ben, ce que je vous disais, maintenant, normalement, on n'est plus censé avoir de top 5 dans les 5 générations, hein. Normalement, on n'est plus censé avoir énormément de... Je veux dire, il n'y a, plus de raison de faire d'inbreeding à l'heure actuelle, hein. Faut arrêter ça, hein. C'est complètement stupide de faire de l'inbreeding à l'heure actuelle parce que tout simplement, la race, elle a bien été fixée, hein. Là maintenant, on part même sur de l'hypertype. Donc du moment que vous partez sur de l'hypertype, ça veut dire que la race est fixée. Donc il y a plus de... il y a plus de raison valable pour faire de l'inbreeding. Donc si maintenant vous avez des AVK qui sont en dessous de 70%, moi je trouve que c'est un petit peu abusé. Il n'y a vraiment plus besoin de travailler en inbreeding à l'heure actuelle. Vraiment plus du tout. Donc on voit que les clones ils sont en dessous de 20 et ça c'est plutôt pas mal, hein. C'est pas évident. Vous, je sais que vous regardez pas trop pour l'instant, mais si jamais un jour vous travaillez sur les top 5 et les clones, vous verrez à quel point c'est compliqué de travailler ça, hein. Au niveau consanguinité, bon, on enlève Hipip qui est beaucoup trop élevé avec ses 12,1%, hein. Lui c'est une catastrophe, mais c'est acceptable quand vous le prenez en isolé en fait. C'est-à-dire ce chat-là, il faut absolument pas lui mettre une femelle qui a 9 ou au-dessus de 10. En fait, c'est ça que vous devez regarder. Quand vous faites vos mariages, bah, si vous avez un chat qui est au-dessus de 10, vous ne le mariez surtout pas avec un chat qui est au-dessus de 10. Vous allez chercher un chat qui est en dessous. Pour Nemo, Sansa, ATT Walker, on est sur une gestion raisonnable de la consanguinité. Ces trois-là, hein, qui sont en jaune, il faudrait qu'ils soient en dessous de 5, mais on est entre 5 et 10. Donc, quand vous êtes entre 5 et 10, vous pouvez commencer à avoir quelques petites... vous pouvez avoir quelques petits problèmes d'homozygosie qui vont sur des gènes récessifs. Moi, pour l'instant, j'en ai pas vu.
J'ai pas noté je suis qu'à la troisième génération, mais j'ai pas noté. Je vous montrerai aussi. À la fin, je vais vous montrer mes cahiers pour suivre les lignées, hein. Euh, non, tu trouves. Il faut passer beaucoup de temps sur Poped. Faut être un petit peu comme moi. Faut être un petit peu ne pas aimer les gens et être asocial et passer ton temps sur Poped. Ça aide pour trouver des chats en dessous de 10%. Tous les autres, ils sont bons, hein. Tous les autres scores, ils sont bons. Tous ceux qui sont en dessous de 5, les scores sont bons. Euh, En top 5, la moyenne, si on fait la moyenne de tous les chats, mes chats sont en moyenne à 39% du top 5. Donc là, il n'y a rien à dire, c'est top. Si je pouvais baisser encore plus, je le ferais. Mais comme je vous l'ai dit, c'est très très compliqué de baisser un top 5. Donc ça viendra dans le futur en intégrant sûrement un chat de fondation. Mais là, pour l'instant, c'est ce que je peux faire de mieux. Si tu as un mâle à 15, il te faut une femelle à entre 7%, ce serait idéal. Il te faudrait une femelle à 7%. Quoi, les chats font pas des chiens? Pourquoi cette phrase? Là, ce que vous voyez en fait, c'est un... Je vends pas du rêve en fait, hein. Je montre ce qui est bien, ce qui est pas bien aussi, hein. Même avec du travail, eh ben, le top 5 est là. Mais il faut pas le laisser dominer en fait. Parce que vous le voyez, le top 5, il est ici, là, il est sur cette colonne-là. Vous voyez qu'il est là, il est entre 26 et 45% du patrimoine génétique de mes chats, mais il est loin, ça fait à peu près la moitié des vôtres, hein, sur certains. Mais voilà, voilà, il y a des choses à effacer qui sont très très compliquées. Très très compliquées. Mais il faut du temps. Et c'est comme ça qu'on construit. En fait, là, vous avez la construction d'une lignée. Je me posais la question pour vous faire un live où on n'irait que sur Popeds pour vous montrer des constructions de lignées. Où je vous fais des screens et on montre des constructions de lignées à partir de fondations, de haute cross et à partir de tradis. Et en mélangeant des tradis, alors on peut prendre vos chats, puisque vous posez des questions, on peut prendre certains pédigrés de vos chats et faire des mariages fictifs pour vous montrer ce qu'il faut exactement. Ça, c'est possible. Oui, il faut du temps et beaucoup de réflexion. Oui, oui, ça prend beaucoup de... L'élevage Enfin, faire du hot cross et du fondation, c'est beaucoup de temps, hein. Beaucoup de temps et pas beaucoup de reconnaissance derrière, on dira. La Valie, en fait, c'est celle qui va apporter vraiment la diversité dans mon élevage. Hip c'est un hot cross que j'ai pris pour intégrer la polydactylie. Je savais qu'il était à risque, mais je l'ai dilué au fur et à mesure en fait. Et Nemo, c'est pareil. Nemo, je l'ai pris pour récupérer du gabarit. Je savais qu'il était à risque, mais je l'ai dilué. Je suis en train de le diluer progressivement. En fait, c'est ça le travail. Et le but, ça va être de revenir sur des chats quasi verts. Alors ça va être l'AVK, elle va être compliqué à descendre, mais j'y arriverai, hein. Je ne me pose pas trop de soucis là-dessus. Mais à la fin, on aura des chats quasi tout verts, quoi. Lui, il va bientôt, lui sur la prochaine portée, ça y est, hein, on est tout en vert, hein. Ça c'est clair et net. Sur la quatrième génération, ce chat-là sera tout en vert et sera avec une génétique vraiment très large et très diversifiée. La diversité, en fait, elle est réelle sur ces chats-là, hein. Vous voyez qu'il y a quand même plutôt, sur 5 générations, de bonnes AVK. Je crois qu'il y en a qu'un qui a 80. Voilà, ouais, c'est Hip. Tous les autres, ils sont au-dessus de 90, voire 100. Donc ça, c'est top. La transmission, sur plusieurs générations, en fait, sur la transmission multigénérationnelle que vous avez ici avec les enfants, vous voyez qu'elle est bien, elle se passe bien. Et ça, c'est important et c'est ce que vous devez regarder en fait. C'est pas tellement le couple que vous avez, c'est comment ça se passe derrière que vous devez regarder. Et moi, c'est ce que je fais avec mes hautes crosses. Après, il n'y a pas de recette, hein. C'est du travail. C'est du travail et c'est sur du long terme en fait. Euh, c'est vraiment sur du long terme puisque je vous dis ça fait 15 ans et ATT Walker est né cette année, hein.
Parce que vous avez des années, vous n'allez pas garder parce que le type est pas suffisamment bon, parce que bah, ça va pas, parce que si, parce que ça. Pour retomber sur un chat comme la Valie, il te faut... alors je veux dire, la Valie est fondation, hein. Mais si tu veux tomber sur un chat comme la Valie ou comme Galatée, hein, Galatée est quasi parfaite aussi, hein, à part son AVK, mais son AVK est pas catastrophique, hein. Pour arriver sur un chat comme ça, il te faut 4 à 5 générations si tu pars de ça. Après, moi, je travaille pas vite, hein. Moi, je prends mon temps. Tu peux aller plus vite, hein. Si tu fais un mariage, un accouplement tous les ans, ben, en 4 5 ans, moi j'ai mis plus de temps parce que moi je mets du temps à choisir. Moi j'ai pas des phénotypes, vous avez des phénotypes un petit peu plus dans le standard. Moi j'ai pas des phénotypes dans le standard, donc je dois être... Si j'achète des chats où je regarde pas le phénotype, je regarde quand même le phénotype sur les chats que je crée en fait. Tu peux éradiquer certaines maladies, oui, tout à fait. Sur des chats tradis, hein. Sur des chats tradis, tu peux éradiquer certaines maladies. Sur des fondations, tu découvres des maladies. Ça, on en reparlera tout à l'heure. Ça, c'est la joie du fondation. Le fondation, tu sais pas ce qu'il y a. Un traditionnel, tu sais ce qu'il a. Un fondation, tu sais pas. Donc, c'est à toi de découvrir. Un haut de crosse, tu peux savoir si l'éleveur l'a bien suivi avant. Donc, vous voyez, c'est quand même assez compliqué. Et on en arrive au pansement préféré de Morgane. Pardon, de couette de chat. J'ai dit son prénom, désolée. Donc, couette de chat adore les pansements Batman. Si vous voulez lui faire un cadeau, vous lui achetez un pansement Batman. Mettre un haut de crosse sur du tradi. Ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, ça peut marcher, mais il faut travailler. C'est ce que je viens de vous montrer en fait. Si vous n'avez pas un programme quand vous intégrez votre chat haut de crosse, ben, vous mettez juste une rustine sur votre lignée, c'est tout, hein. C'est ce qu'on appelle de la diversification quand vous mettez un haut de crosse sur une lignée tradi, mais c'est juste un pansement Batman sur une fracture ouverte. Un haut de crosse plaqué sur une lignée qui est déjà hyper consanguine. Oui, t'as vu, j'ai fait fort, hein. Je te le découperai si tu veux. Je te ferai un petit découpage et je te l'enverrai. Alors ça brille de mettre un chat haut de crosse dans votre pédigré, hein, ça brille, ça fait bien. Ouais, moi j'ai fait, je diversifie mon élevage, j'essaye de faire bien. Mais si vous le faites que sur une génération, ça sert à rien. Il faut créer une lignée en fait. Faut pas coller un pansement sur votre lignée. Faut vraiment la créer votre lignée. Et ce système, malheureusement, permet à certains éleveurs de juste coller un chat haut de crosse sur une lignée, de dire c'est ce que vous avez en fait. C'est de toute façon, j'ai pas mis le nom de l'élevage, hein, mais c'est ce que vous avez avec Nemo, hein. Nemo, on a collé un chat haut de crosse à une époque. Ça fait bien. Ça dit ouais, j'ai diversifié mon élevage, hein. En plus, c'est une copine, donc je suis méchante. Ça fait bien parce qu'on voilà, le chat, le hot cross de mémoire, il a été mis une génération avant Nemo, mais ça n'a pas été refait derrière et ça n'a pas été suivi. Donc en fait, tous les chatons qui ont suivi Nemo n'ont pas, enfin, ont continué d'augmenter en fait vers ce qu'on a sur un traditionnel. Donc c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Faites attention à ça. On peut pas mettre un autre cross comme ça de façon plip, comme un. Bah oui, mais c'est vraiment ça en fait, comme un pansement. Un haut de crosse, c'est pas un pansement. Un haut de crosse ou une fondation, ça se pense, ça se réfléchit, ça se travaille. Et si vous le mettez sur des lignées où vous avez un taux de clone à 37%, je vous rassure tout de suite, hein, vous n'aurez pas de chaton haut de crosse, hein. Loin de là, hein. Donc il faut vraiment voir le hot crossing en fait comme... vous pouvez rester sur du traditionnel en intégrant du hot cross, mais il faut le travailler sur du long terme et avec des traditionnels que vous prendrez à côté que vous aurez choisi en fait. Et le hot cross, on ne le choisit pas pour ses qualités physiques, hein. On le choisit toujours pour sa génétique. Oui, c'est que des pourcentages en hot cross.
Si tu prends Poppets, oui, c'est que des pourcentages. C'est que des pourcentages, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Poppets est gentil, mais leurs chiffres sont pas à jour. Enfin, ils ont laissé les mêmes chiffres depuis X années, c'est surtout ça. Moi, je pense que c'est plus du tout, ça correspond plus du tout à notre époque, à nous maintenant. Et oui, c'est que des pourcentages. Donc, effectivement, tu peux jouer sur. Et en plus, c'est. En fait, il faut que tu aies moins de 20% en clone ou moins de 50 en. On va revenir sur celle d'avant, hein. Il faut que tu aies moins de. Voilà, là c'est mieux. Pour un shout cross, en fait, il faut que tu aies moins de 50 en top 5, moins de 20 en clone, mais c'est où à chaque fois. Et tout ce qui est facteur de consanguinité directe, comme l'AVK ou l'ICO, c'est pas pris en compte. Et alors ça, c'est vraiment... Il y a couette de chat, je ne peux pas dire de gros mots. C'est vraiment pas bien. Mais c'est pas assez fort comme terme, en fait, je pense. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est moins de 20% de clone, ou moins de 50, ou moins de 35, ou moins de 25. Et en fait, moi, ce que je fais avec mes chats, là, je vous ai mis que le top 5, mais si on prend le top 3 et le top 2, moi, tous mes chats sortent à moins de 20, moins de 50, moins de 35 et moins de 25. En fait, moi, je m'oblige à faire et. Alors que sur Poppets, c'est ou. Vous voyez bien la différence? En fait, Poppets vous exige seulement un des indicateurs. Moi, j'exige tous les indicateurs sur mes chatons. Si un de mes chatons, mettons, sort à... Si je fais un mariage et qu'un de mes chatons sort avec... eh bien là, par exemple, si on prend Nemo, moi j'aurais une Nemo, je ne l'aurais pas déclaré en haute crosse, je l'aurais déclaré comme je vous l'ai mis là, en traditionnel travaillé à basse consanguinité. Et ça, j'en sors, hein. Et moi, les gens, quand ils me les achètent, je leur dis, c'est un traditionnel à basse consanguinité. Et quand je dis basse consanguinité, je ne parle pas de l'ICO, je parle du top 5, je parle du clone, je parle de tout en fait. Et ça, c'est intéressant aussi de travailler avec des traditionnels à basse consanguinité, et ce serait peut-être un petit peu moins difficile. Mais c'est la même chose, hein. Si vous collez un traditionnel à basse consanguinité sur un chat traditionnel à forte consanguinité, si vous le travaillez que sur une année, ça ne sert à rien. Si vous voulez travailler un programme où vous faites chuter la consanguinité, ça se travaille uniquement sur du long terme. Je ne sais plus où j'en suis. De travailler avec des hautes crosses, eh bien, ça rassure vos acheteurs. Alors moi, j'ai des gens, hein, j'ai des particuliers qui viennent acheter chez moi que parce que je fais du hot crossing et qui sont... alors vous n'en avez pas beaucoup des particuliers, mais vous avez des particuliers qui sont dans une recherche de chats éthiques. Si, il y en a un. Des lignées traditionnelles en basse consanguinité, t'en as un. Ça, c'est le tableau que je vous ai mis l'autre jour. Donc, vous voyez ici le top 5. Là, on est en 1970, hein. Le 1, c'est 1970. Le top 5, vous voyez comme il augmente très vite. Et là, en fait, c'est la barre des 5 générations que nous demande Poppets, hein, la ligne en rouge. Donc, vous voyez que on augmente très vite chez le traditionnel, que vous voyez que nous, chez... alors, on n'est pas à 0, hein. J'ai mis 0, mais c'est parce que je suis méchante. On doit être là, en fait. Non, oh, mon curseur, on doit être ici, en fait. On est plus bas, en fait. Le hot cross va démarrer plus doucement, mais à 5 générations, il va partir d'un coup. Parce que souvent, vous avez beaucoup de fondations sur la fin. Parce que c'est souvent croisé avec des tradis à forte consanguinité, hein, ou du top 5, hein. Vous avez pas mal de hot cross qui descendent du top 5, hein. Donc le hot cross en 2025, c'est quoi? Eh ben, c'est propre sur le papier, mais c'est saturé, c'est comme un iceberg. En fait, j'aurais pas dû vous faire une série Star Wars, j'aurais dû vous faire le Titanic. C'est l'iceberg du Titanic. On n'a aucune trace de top 5 dans les 5 générations. Ça oui, ça c'est clair. Ça c'est clair et net. Mais tous vos tradis, il n'y a plus de traces de top 5 dans les 5 générations. Donc oui, super. Et on a une présence massive en 6e génération et au-delà de chaque consanguin. Il faut faire attention à ça. Et on a un risque de se croire diversifié
Alors que dès que vous ferez un mariage derrière, vous serez à nouveau, coulé, quoi, en fait. Parce qu'en fait, il faut bien regarder sur le hot cross. En fait, le hot cross, il va être propre sur 5 générations la plupart du temps. Mais regardez bien les derrière, à partir de la 6 et 7e génération, que ça ne colle pas aussi avec vos pédigrés à vous. Oui, oui, on travaille en inbreeding pour le fixer le type. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, t'as plus besoin de fixer le type à l'heure actuelle. Faut arrêter le délire. Le type, il est fixé depuis longtemps, hein. Après que t'aies des chats moches et des chats jolis, enfin des chats moches, il n'y a pas de chats moches. Que t'aies des chats qui collent au standard et d'autres qui n'en collent pas, ça c'est un problème de sélection au niveau de l'éleveur. C'est l'éleveur qui fait mal sa sélection. Mais il faut pas me dire que non, plus ils sont consanguins et plus ils ressemblent à de l'hypertype maintenant. Il faut pas me dire que t'as pas tu peux avoir des beaux chats sans côté de consanguins. Ce qu'il faut faire attention là-dedans, ce que je voulais vous dire, c'est que euh, il faut faire attention que les lignées ne restent pas fragiles même si vous prenez un haut cross. Parce que si vous prenez des lignées qui restent fragiles, vous allez faire réapparaître des défauts. Ce que disait tout à l'heure, on en revient là-dessus. Euh, sans. J'ai perdu le fil, désolé. Tu peux faire disparaître des défauts, surtout dans les lignées tradies. En croisant avec des hautes crosses, tu peux, à mon avis, enlever les entropions. Ça, clair et net. Parce que tu vas retravailler, la tête va se remettre correctement en fait. Tu peux travailler les défauts de mâchoire. Tu peux retirer certaines maladies. Les hautes crosses sont plus solides, hein. Au niveau digestion, t'as aucun problème. Tu peux travailler sur des choses comme ça. Tu peux éradiquer des petits soucis comme ça. Après, les gros problèmes que vous avez, ça c'est lignée par lignée. Donc ça, il faut le travailler lignée par lignée, mais on en reparle tout à l'heure. On va arriver à cette section-là, en fait. Là, je vous ai mis des fondations, en fait. Donc vous voyez qu'au niveau du phénotype, on n'est pas du tout... J'ai perdu mon curseur. Il est là. Là, on a la Vali, hein, qui est une 4e génération. Et là, on a l'Eto, qui est en 2e génération. Ce sont 2 fondations. Alors l'étau, il a ce côté un petit peu de traviole parce qu'il a été opéré d'une oreille. Et quand il a été recousu, ça n'a pas été super bien recousu. Malheureusement, il a été opéré à 3 mois et demi, 4 mois. Il a eu un souci au niveau de l'oreille. Oui, bah oui, mais t'emmènes la Valie en concours, elle fera rien, hein. En plus, elle est polydactyle, donc elle fera encore plus rien. Là, vous avez un haut cross. Il était à peu près dans les taux de Galatée. C'est son fils. Il est resté dans les taux de Galatée. Alors, ce que vous avez avec les hautes crosses et les fondations que vous pouvez voir là sur la photo, c'est cette fourrure assez incroyable, hein. Vous voyez vraiment qu'on est proche du chat rustique qui vit encore dans l'état du Maine, dans le froid, et ils font vraiment beaucoup, beaucoup de fourrure, hein. Sur ces lignées-là, ça va vous ramener par contre énormément de poils, hein. Énormément de poils. Alors, même la Valie, qui n'a pas l'air comme ça, très poilue, elle a un poil qui est quand même très dense, hein. Les taux étaient un petit peu comme Jaffa, hein. Et là, vous avez des hautes crosses travaillées. Vous avez, hop, pardon. Ici, vous avez Oudi, le frère de Hip donc il y a exactement les mêmes taux que Hip, hein. Lui, je l'ai pris pour... oui, j'ai acheté 2 frères, hein. Alors ça, c'est un truc qu'il faut normalement ne pas faire, mais ça peut être intéressant. Hip a ramené la polydactylie. Oudi n'était pas polydactyle, mais a ramené cette tête... moi, c'est la tête du Maine Coon que je préfère, hein. Il a ramené cette tête-là, en fait, ce museau pas très développé. Oui, il est très beau. Il était très beau. Après, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il est pas très long. Il a une queue pas, pas suffisamment longue, hein. Sa queue arrive à peu près à ce niveau-là, hein.
donc pas suffisamment longue. Vous voyez qu'il n'est pas très haut sur patte. Donc voilà, ça c'est des choses à travailler. Après, au niveau de la tête, par contre, il est super beau. Ça, il n'y a pas de souci. On est vraiment sur un beau chat, un beau Maine Coon. Un Maine Coon type ancien. Ici, vous avez une Harim qui est un traditionnel, parce que je ne l'ai pas mise en photo. J'ai une femelle tradie qui a 11% de dico, qui est un petit peu plus basse que lui d'ailleurs, hein. C'est pour ça que je vous disais qu'on peut trouver des Maine Coon traditionnels quand même avec des icos qui sont pas non plus dégueulasses. Euh, elle a été intégrée pour sa couleur. Elle est black silver mackerel tabby et elle a un silver très 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 clair. Donc je l'ai intégrée pour ça. Là c'est le fils en fait de, alors pas de Woody, du fils de Woody avec elle et ça a donné ce chat là qui est donc lui c'est un traditionnel travaillé en basse consanguinité. Il a une consanguinité de 7,6. Au niveau du top 5, il est à 58 ou 9. Donc il est quand même assez élevé, mais il reste plus bas que la plupart des gens. Enfin, que la plupart des chats, pardon. Donc voilà, c'est pour vous montrer à peu près les phénotypes de ce que vous pouvez avoir sur des chats de ce type de lignée et des phénotypes assez récents en fait au final, hein. Mais le problème, c'est que c'est un type qui dérange et qui est pas forcément. En fait, ce qui dérange, c'est pas forcément erroné, hein. C'est pas parce que vous avez une lavalie qu'il faut pas la travailler, en fait, hein. Il faut pas se fixer. Quand vous travaillez sur la consanguinité, il faut pas trop vous fixer de barrière sur le type. Le type, ça se récupère. Alors oui, ça met un petit peu de temps à se récupérer, mais ça se récupère. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux travailler avec des femelles parce que vous pouvez intégrer plutôt des mâles plus costauds avec des boîtes plus développées et ça va faire une espèce de balance avec. Oh, t'as une F4, ouais. Ben, comme elle. Elle, c'est une F4. Et il faut pas se mettre de barrière avec. Et si vous regardez, l'étau est un petit peu plus typé que la valise au niveau. Merci l'aspic. Je sais pas si on dit l'aspic ou l'aspec. Je suis désolée. Moi, comme ça, c'est l'aspic. Mais c'est mon travail. Je suis haute crosseuse et il faut réintégrer ces chats absolument dans les lignées si on veut un avenir pour le Maine Coon. Donc voilà, il faut pas se mettre des barrières si un type dérange. Euh, Si ça colle pas complètement au standard, faut pas dire que c'est erroné. Et c'est ce qu'on fait en fait tous les éleveurs jusqu'à maintenant. C'est voilà, ça colle pas donc on s'en débarrasse. Le standard c'est pas un miroir et c'est pas une prison. J'adore ce slide. Je vais en faire un poster, je crois. Tu auras cette conception sur des éleveurs qui font du hot cross et du fondation ou qui travaillent des traditionnels en basse consanguinité. Mais je pense qu'il faut ouvrir les yeux. Dans le Maine, dans le Maine-et-Loire, il faudra qu'on discute toutes les deux. Il y a, comment elle s'appelle? Les troglodytes d'Anjou qui faisaient de très jolies choses, hein. Très très jolies choses. Et je crois qu'elle a intégré des Russes maintenant, donc les taux sont remontés. Mais tu avais les troglodytes d'Anjou qui fait de très très belles choses. Ah, dans le Maine Coon. Ouais, Nine, elle comprend rien ce soir. Bah moi, ça fait 15 ans, la SPIC, que je travaille ça. Voilà. Donc le standard, c'est ni un miroir ni une prison. Faut sortir un petit peu de ça. Oui, oui, je veux bien. Bah tu t'abonnes, comme ça on peut discuter. Puis voir les lignées que tu as surtout. Parce que je pense en France, on a à peu près les mêmes lignées, hein, toutes les hautes crosseuses. Donc il faut bien regarder ça. Merci du coup pour ton abonnement. On s'enverra des messages privés.
Le problème, c'est pas qu'on ne peut pas transmettre, c'est qu'on nous apprend à ne pas le faire, hein. On peut pas transmettre. En fait, on vous formate pour pas utiliser des chats comme des fondations et des hautes crosses. Ça, il faut en être conscient, hein. On vous formate. Vous avez une image qui est donnée, qui est généralisée. Vous avez un standard d'exposition où voilà, on vous dit que les polydactyles sont interdits pour avoir des prix, comme s'ils n'avaient jamais fait partie de la race, hein, non plus, et ni de l'histoire. On vous dit que les chats trop rustiques, trop lourds, trop courts, avec des pattes trop courtes, bah c'est pas bien. On vous dit que les lignées avec des types divergents, c'est les chats que je viens de vous montrer, hein. Moi, mes chats, ils gagnent pas en concours, hein. C'est clair et net, hein. Mais on vous dit bah, que du coup, c'est des lignées qui ne collent pas à l'image du Maine Coon, que les museaux sont trop droits, les têtes trop larges, comme vous avez vu ou dit, hein, les oreilles trop petites, j'en passe et des meilleurs. Donc on les appelle des types divergents au final. Et type divergent, ça commence à prendre presque, c'est presque une insulte, hein. Moi, j'ai fait des expos au départ, hein. Oui, c'est presque des insultes, hein. Quand vous dites que vous avez un haut cross ou un fondation, c'est presque une insulte en fait, hein. Les gens vous regardent. Oh, c'est un mot qui commence par M. Tu fais de la M. Mais on n'est pas toute seule, hein, la SPIC. Il y en a d'autres. Je te les présenterai. On est plusieurs. On va monter un groupe. Donc ces types divergents, ben, moi je trouve que c'est bien. J'aime bien les types divergents en fait. Je trouve que c'est s'égarer, puis de toute façon c'est divergent. Divergent par rapport à quoi? Divergent par rapport à ces chats hyper typés, ben, je suis super fière de faire du chat qui est pas hyper typé. Moi je pense que je suis fidèle à la race en fait, contrairement à beaucoup d'autres. Moi, je pense que bah, j'aime le Maine Coon et je vous lirai mon manifeste à la fin. Alors, j'espère ne pas pleurer parce que j'ai pleuré quand je l'ai écrit. J'ai mis toute mon âme, je vous le lirai en conclusion. C'est ma vision à moi de l'élevage et je suis fière de faire ce que je fais. Et je pense que voilà, je respecte, mais de façon hyper stricte, la race du Maine Coon et avec beaucoup d'amour. Et ce chat m'a pris, ce premier Maine Coon que j'ai acheté a pris mon cœur et voilà. Et il n'est pas possible pour moi de travailler autrement en fait. Ce n'est pas possible et pas. Après, je juge pas les autres, hein. Vous travaillez comme vous, enfin vous l'avez vu, hein. Je suis vraiment pas quelqu'un dans le jugement. Moi, j'accepte toutes les visions de l'élevage. Je comprends si on m'explique, mais voilà, moi, ce que je fais et la façon dont je le fais, c'est ce qui me plaît en fait. Et après, on adhère pas, c'est pas mon souci. C'est voilà, si vous aimez pas, c'est pas mon problème. Mais moi, j'irai pas dire que je n'aime pas ou que j'aime la façon dont vous travaillez. Vous travaillez comme chacun travaille comme il entend en fait. Ça, c'est pas un problème. Après, si oui, effectivement, on pouvait tous se réunir pour faire descendre les clones, le top 5 hélico, je serais la plus heureuse du monde. Mais ça, à mon avis, c'est un petit peu de l'utopie. Moi, quand je vois une lignée, ce que je vous dis, avec un type divergent où un juge va me dire non, mais il faudrait, parce que j'ai eu ça, hein, non, mais il faudrait la marier avec un mâle, vous voyez, comme celui là-bas. Et là, il me montre un hypertype. Je dis ah, mais non, mais ça va pas être possible. Non, non, c'est pas possible. Du coup, maintenant, je vais plus en concours, en fait. Voilà. J'ai résolu l'histoire. Alors, pour savoir si je reste quand même dans le standard avec les chatons que je fais, j'envoie souvent mes photos à un juge avec qui je parle souvent et avec qui je m'entends bien. Qui m'a dit que pour elle, si elle avait jugé la Vali, elle l'aurait jugé. Enfin, elle l'aurait accepté. Pour elle, c'était un Maine Coon. Mais elle m'a dit qu'effectivement, j'aurais amené ce chat-là devant un autre juge. Il m'aurait dit ah, vous ramenez un chat de maison? Non, je ramène pas un chat de maison, je ramène un vrai Maine Coon, excusez-moi. Donc voilà. Le souci, c'est que bah voilà, on marginalise les. Et encore aujourd'hui, en 2025, hein. Alors, dites-vous bien que Befcus, elle a été marginalisée dès 1970. On est en 2025 et on est toujours marginalisé. Il faut se poser la question au bout d'un moment, pourquoi? Pourquoi on ne voit pas de fondation et de haute crosse sur les rings? Il faut se poser la question au bout d'un moment.
Même quand le type est proche du standard, on les accepte pas et on les laisse un petit peu à l'arrière. Donc, faut commencer à se poser des questions, hein. Les pédigrés sont maîtrisés. Les ICO sont... Tout ce qui est génétique est parfait sur ces chats-là, mais on les écarte. Donc pourquoi? Parce qu'ils sont divergents, atypiques, polydactyles. Ça aussi, il faut en parler. La polydactylie, c'est un gros souci à l'heure actuelle. Si vous achetez un chat fondation aux États-Unis, le chat sera sûrement polydactyle. Il ne pourra jamais passer un SQR en France. Il ne pourra jamais avoir 3 excellents par année en France et ainsi de suite sur les générations qui suivent. Donc autant dire que le LOF, avec le système qu'il a mis en place de RIA sur les chats fondations, est en train de tuer l'intégration des fondations en France. Et ça, par contre, je suis d'accord avec l'ASPIC, on n'est pas suffisamment nombreuses pour porter cette voix-là. On n'est pas suffisamment nombreux pour faire entendre ça au Louvre que mettre un chat fondation polydactyle en RIA, en pédigré au titre de l'apparence, hein, c'est tuer les fondations qui arrivent en France. Donc vous voyez, il y a toute une espèce de lobby et le souci c'est en face on n'est pas suffisamment nombreux, on n'est pas suivi et on est mis de côté dès qu'on commence ça. Moi combien de fois j'ai entendu sur les réseaux que je faisais du chat de gouttière et que je faisais de la... C'est compliqué. Vous voyez que le hot crossing, en fait, c'est pas un rêve, hein, c'est pas, il y a beaucoup de choses derrière qui sont moches, qui sont difficiles. C'est du travail sur du long terme. Vous n'êtes pas reconnu pour ça, hein, par personne. Moi, je l'ai dit déjà pendant plusieurs lives, dans plusieurs lives, pardon. Je ne vends pas mes chats à des éleveurs français, alors que normalement, mon travail, ce serait de vous créer des chats pour que vous puissiez faire baisser vos taux de consanguinité et vous aider à travailler vos lignées pour continuer à faire baisser. Je ne vends quasiment pas en France parce que je n'ai pas de demande. Je vends quasiment qu'à l'étranger, jusque dans des pays de l'Est. Je vends du Nord jusqu'aux pays de l'Est, jusqu'aux États-Unis. J'ai des chats aux États-Unis et je ne vends absolument. J'ai des chats en Espagne, j'ai des chats dans les pays nordiques, dans les pays de l'Est, aux États-Unis et en France, j'en ai très peu. Donc c'est vraiment un problème franco-français aussi, cette image du haut de cross, hein, et du fondation. C'est vraiment un formatage qui a été fait et une marginalisation des éleveurs fondations. Et ça aussi, il faut en parler un petit peu, hein. Je vous ai pas mis le slide du coup pour la polydactylie. Voilà. Il est moins joli, je trouve l'autre beaucoup plus beau, le chat en prison en fait. Je vais m'allumer la lumière parce que je vois presque plus. 2 secondes, voilà. La troisième vague de fondation dans les années 80-90 n'a pas disparu par hasard. On l'a muselé. En fait, on a muselé depuis 1980 à peu près toutes les lignées haute cross et fondations en leur refusant de confirmer les polydactyles, qui est un trait historique du Maine Coon, hein. On a refusé pour non-conformité quand ils incarnaient des origines un petit peu trop loin et qui n'étaient pas suffisamment dans le standard. Et il n'y a pas de transmission sans mémoire. Et la mémoire, on l'a en fait échangée contre une conformité de concours. Et c'est ce qui est grave en fait chez le Maine Coon, hein. Le polydactyle est interdit. Les traits rustiques sont pénalisés en concours. Le type ancien est disqualifié d'office. D'office. On a confondu standard et prison. On a invisibilisé les lignées rustiques. Vous avez quasiment pas de fondation moderne en France, hein. Il y en a quasiment plus, hein. Vous avez quasiment plus de pédigrés vides en France, hein. C'est-à-dire des fondations. On est en train de fermer toute l'arrivée d'un pool génétique diversifié sur certains pays, sur certaines lignées. Et ça a démarré aux États-Unis, hein. Et ça, c'est des faux choix. Ce que je vous dis, l'inbreeding à l'intérieur de certaines fondations, comme on peut trouver sur certaines lignées de fondations historiques, hein, faut faire attention à ça aussi, hein. Le line breeding serré, ça aussi, vous pouvez en trouver sur certains hautes crosses et sur certaines fondations. Tout ça, c'est pas des pratiques correctes.
Il faut retravailler, prendre son temps et retravailler sur des lignées correctes, mais il faut du temps. Il faut prendre le temps. euh, il faut étudier, regarder, observer vos chats. Moi, je sais, ça fait 15 ans que j'élève, je sais que sur certaines lignées de méo de cross, vous aurez des chats qui auront des cancers. Je le sais. Je sais que selon certains mariages avec certains de mes chats, vous aurez des côtes plates. Mais je peux vous le dire quand vous achetez chez moi. Je peux vous dire, attention, cette lignée-là, tu pourras avoir des côtes plates. Et il y a certains éleveurs qui sont ici, qui m'ont acheté des chats, ils savent que c'est vrai. Moi, je suis cash, je vous dis les problèmes qu'il y a quand vous achetez un chat chez moi. Je sais que voilà, il y a des cancers, il y a des côtes plates, mais tout ça, c'est de l'observation et du temps pris. Parce qu'on part de rien. Quand vous faites du hot cross ou du fondation, vous ne savez rien sur les lignées que vous travaillez. Il n'y a pas d'antécédents. Donc c'est à vous de créer vos lignées, de noter. Et c'est ce que je vous dis à la fin, je vais vous marquer, je vais vous montrer mes cahiers. Euh, vous partez de rien et vous devez créer toute une lignée à partir de rien, mais en sachant. Et normalement, quand vous êtes sur un lignée traditionnelle, quand vous achetez un chaton de lignée traditionnelle, l'éleveur doit être capable de vous dire les soucis de la lignée. Si un éleveur n'est pas capable de vous dire les soucis d'une lignée traditionnelle, c'est que c'est pas un éleveur. Les lignées traditionnelles sont connues depuis 1970. Donc vous pensez bien que l'éleveur qui les traite, qui les élève, connaît les problèmes à l'intérieur de la lignée. Et on arrive maintenant sur une génération d'éleveurs qui ne sont pas fichus capables de vous dire quel est le souci dans les lignées de leurs chats. Ça, c'est pas un éleveur, je suis désolée. C'est pas un éleveur. Un éleveur est censé connaître ses lignées. Ou alors, il fait pas de lignée. Il fait du one shot. Alors du one shot, c'est j'achète un mâle, j'achète une femelle, je fais des bébés, je les vends, je revends mon mâle et ma femelle, je rachète un autre mâle et une autre femelle, je fais des bébés, je revends. Ça, c'est un naisseur. C'est pas un éleveur, c'est un naisseur. Mais vous avez aussi des naisseurs chez des éleveurs qui travaillent des lignées. Et ces naisseurs-là, ce sont ceux qui ne sont pas capables de vous dire, dans mes lignées, il y a tel problème. Un éleveur connaît ses lignées. Un éleveur aime ses chats. Profondément. Et je préfère vous dire que quand vous en perdez un, c'est des heures et des heures, des jours et des jours de peine, et même des mois. J'ai fini mon quart d'heure, pardon, Jean-Pierre Coff. Je vais me calmer un petit peu et on va revenir sur la partie 6. Est-ce que le hot cross peut faire partie de la rébellion? Alors, je propose quoi pour faire descendre cette haute consanguinité? Alors oui, je dénonce les clones, je dénonce les lignées fermées, je dénonce le pansement Batman où on utilise un hot cross une fois en passant, puis après on arrête hein, parce que c'est trop de travail hein, au final. Donc c'est plus simple de prendre des consanguins et de les mettre ensemble. Pardon, j'ai encore me faire censurer moi. Ma solution, elle est simple, elle est ancienne, elle est exigeante. On fait de l'outcrossing réfléchi. C'est ce que je vous ai montré avec mes lignées. On se pose un petit peu et on réfléchit. On regarde, alors Marlène, elle n'a pas vu le magnifique tableau, hein, mais on se pose, on se réfléchit, on regarde les mariages sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors, c'est pas toujours possible, il arrive toujours des soucis. Vous pouvez peut-être pas faire les mariages que vous n'avez pas prévus, mais je ne sais pas ce qui m'a fait encore. Mais vous pouvez vous réadapter. En fait, l'élevage, c'est ça, c'est s'adapter. Oui, vous avez prévu que telle femelle, vous le feriez la deuxième année, vous feriez la chatonne qui est née là l'année prochaine, à ses 18 mois, avec tel mâle, et puis manque de bol, eh ben, elle a pas ses chaleurs, manque de bol, elle a fait une métrite, manque de bol, je sais pas moi, n'importe quoi est arrivé, ben on se réadapte. Et c'est ça le métier d'éleveur, attention. Ce que je vous disais, un vrai hot cross, ben, c'est pas une rustine, hein, c'est pas un nom dans un pédigré pour faire joli, c'est pas une croix qu'on pose pour faire baisser un point d'AVK ou un point de top 5 ou unico, hein. C'est pas ça du tout. C'est pas une carte qu'on joue une fois pour dire regardez, j'ai diversifié ma lignée. Non, non, un vrai hot cross, c'est s'engager dans un combat. Et c'est une vraie rébellion à l'heure actuelle, je préfère vous le dire.
Ce que ça implique et que personne ne vous dira, c'est qu'il faut travailler, oui, minimum, ce qu'on disait tout à l'heure, de 3 à 5 générations pour avoir quelque chose de correct. Oui, c'est 3 à 5 générations. Ça veut dire que minimum, quand vous entrez dans l'autre crossing, il faut travailler 3 ou 5 ans. Il faut accepter de garder des chatons qui ne sont pas parfaits, mais qui ont une génétique parfaite. Il faut accepter de garder aussi des chatons qui ne sont pas parfaits, mais prometteurs. Et qui en grandissant ne le seront pas et du coup vous allez les replacer. Il faut observer tout le temps. Qu'est-ce qui sort? Des défauts, des points forts, structure, santé. Quel mariage donne quoi? Comment? Qu'est-ce que vous apporte? Moi je suis capable de vous dire que Oudi ramener des chats Kobe. Je vous remonte les photos de Oudi. Bah tiens Marlène, tu tombes bien. C'est Narim ici en bas. Oudi ramenait systématiquement des chats Kobe et très massifs au niveau de l'ossature. Son frère Oudi ramène des chats très longs et très hauts sur pattes. C'est 2 frères, hein, pourtant j'ai pas de photo de Hip encore. Mais Hip qui est le frère de Oudi, vous ramène des chats très grands, très hauts sur pattes, très très longs. Kobe, ça veut dire que le chat est très rectangulaire en fait, très massif. Alors là, il est montré un petit peu de travers, mais en fait, son poitrail est aussi large que... Ah, mon curseur. Son poitrail, en fait, est aussi large que sa tête. Hein. Quand tu l'avais de face, en fait, c'était une espèce de rectangle vu de face. C'était un rectangle pas très haut sur pattes, mais c'était un énorme rectangle massif vu de profil. Là, tu vois bien. Hein. Kobe, c'est pas très court, mais très large, en fait. Très large et très massif, très rectangulaire. Et lui, il ramenait ça. Le Kobe, tu le trouves sur d'autres races, en fait. Plus sur des persans, je pense. Mais moi, j'aime bien Kobe, je trouve que ça résume bien, en fait, ces chats courts sur pattes et très carrés. Donc ici, Marlène, tu as Narim, que tu as dans ton pédigré, en fait. Il faut marier avec soin, pas pour rattraper le type, mais pour construire une cohérence. En fait, du hot crossing, tu construis une cohérence pour la génétique. Le type vient toujours en second. Tu le travailles, le type, mais toujours en second. J'ai pas mis de chat pour vous montrer l'évolution de visage de chat, mais en fait, il y a une évolution sur mon phénotype, mais elle est lente et elle est douce. Moi, c'est vraiment le génotype qui m'intéresse. Un vrai hot cross, en fait, avec un vrai hot cross, tu bâtis. Tu ne... il faut bâtir quelque chose. Tu répares pas. Faut pas prendre un hot cross dans le sens je vais réparer mes lignées. Un hot cross, il bâtit des lignées, en fait. Le travail d'un hot crosseur, c'est de créer de nouvelles lignées. Là, je vous ai mis des fondations. Donc, il y a leur nom en dessous. Hein. Il y a Trouvain of Preline, qui est une fondation de première génération. Hein. Donc, lui, c'est un chat que vous trouverez à 0%, ce 0% qui n'existe pas. Ici, vous avez Thunderpaw Karayan, qui est en 2e génération. C'est un des ancêtres de mes fondations. Vous avez... Je vous ai remis la valise, hein, de toute façon. Vous avez Forpaw Furless of Thunderpaw, qui est en haut, c'est un F3, 3e génération. Là, vous avez à nouveau la Lavali, des Kuns du Chassin, qui est une 4e génération. Bah si, là, vous allez voir. Là, vous avez un fils de la Lavali, Phaéton, qui est un 5e génération. Ça vous donne l'évolution du phénotype, à peu près. Donc, vous partez de ça, en fait, au final. Celle-ci. Et vous arrivez... donc, vous voyez, vous gagnez un petit peu en type à chaque fois, mais c'est léger. Par contre, génétiquement, ces chats-là, ils sont extraordinaires. Un haut cross, quand vous le travaillez bien, c'est comme si vous mettiez un arbre avec une racine neuve. Que si vous travaillez mal le haut cross, en fait, ce que vous allez faire, vous allez juste mettre une branche dans votre pédigré recouverte d'un petit peu d'or. Ça fait joli pour les gens, mais il n'y aura rien d'autre, en fait, derrière. Et ça, c'est dommage. Donc là, je vous ai mis
pour vous montrer comment je travaille en fait. Donc là, c'est vu de loin, on en verra des plus près. Alors ça, c'est les livrets de naissance en fait. C'est mes cahiers de suivi de naissance. Donc là, vous avez la mise bas avec le poids des chatons. En particularité, je ne sais pas trop si vous allez voir. Vous avez le sexe ici. Là, vous avez les poids de naissance, s'il est polydactyle, non polydactyle, la couleur, la robe. Là, vous avez les vermifuges quand c'est qu'ils seront donnés, son numéro de puce quand il aura, et un commentaire, je ne sais pas moi, s'il a un souci, je mets un commentaire. Ensuite, je vais vous le remettre un petit peu comme il faut. Là, c'est simple, hein, c'est les poids journaliers. Alors moi, j'ai fait ça sur un tableur Excel, ce qui fait que quand je mets les poids, vous avez un différentiel qui se met ici. Comme ça, je sais tout de suite, en fait, si le chaton part en négatif ou en positif et de combien il part. En fait, tout se calcule tout seul, hein. C'est long à faire au départ la première fois, mais après, en fait, ça se remplit automatiquement. Bon, moi, je sors des versions papier, je les remplis une fois par semaine. Moi, je pèse mes chatons tous les jours. S'ils sont très petits, j'ai eu des chatons à 50 grammes, hein. S'ils sont très petits, je les pèse matin et soir. Sinon, je les pèse qu'une fois par jour. Et au bout d'une semaine, si la prise de poids est correcte, je passe qu'à une fois par semaine. Là, vous avez les suivis santé qui fonctionnent aussi bien pour les adultes que pour les petits, hein. Là, je vais tout noter. Tout ce qu'ils ont eu et tout ça, il faut garder absolument. En fait, ce qui vous fait le suivi de vos lignées, hein. S'il y a eu des médicaments, lesquels, quelle a été la posologie, combien de temps, est-ce que ça a bien marché, pas bien marché. Ça vous permet aussi de savoir si un médicament est actif ou pas actif, si quand il y a un souci, d'avoir ça. Et ensuite, vous avez juste la feuille des biberonnages, où là, je note, pareil, à peu près les quantités qui ont été bues. Euh, Moi, je ne pratique le biberonnage que s'il y a besoin. Je ne biberonne jamais une portée, hein, systématiquement, surtout pas. C'est à la mère de faire son travail. Et c'est pareil, hein, quand vous choisissez vos reproducteurs, si vous avez une mauvaise maman, il faut l'écarter de la reproduction. C'est qu'elle n'est pas faite pour ça. Moi, je biberonne que si vraiment c'est nécessaire et obligatoire. Je ne biberonne pas si c'est pas nécessaire. Vous avez une feuille sur le sevrage aussi, pareil, parce que le sevrage est important dans la vie d'un chaton. Moi, pour les aider, c'est simple, hein. Dès qu'ils passent au sevrage, ils ont de la spiruline et des pros et des prébiotiques, hein. C'est ce qui permet, les pros et les prébiotiques, c'est ce qui permet de faire leur système immunitaire, hein. Ça devrait être systématique chez les éleveurs, ça. Vous mettez des pros et des prébiotiques à vos chatons quand ils font le sevrage, vous enlevez quasiment la moitié des soucis de maladie quand il sera adulte, hein. Si vous lui faites un bon intestin dès le départ, ça roule tout seul derrière, hein. Ben, ce que vous appelez diversification, moi j'appelle ça en pansement Batman, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ceux qui travaillent des lignées traditionnelles depuis 20 ou 30 ans, pourquoi sont-ils pas capables, ce que je vous disais, de vous dire ce que les lignées transmettent? Moi, ça me pose un vrai souci de voir qu'il y a des éleveurs qui ne sont pas capables de voir les problèmes de leur chat ou qui ne sont même pas capables de vous les dire. Donc, un haut cross bien travaillé, c'est une racine neuve. Un traditionnel aveugle, c'est une branche pourrie sur laquelle vous avez mis une couche d'or. Regardez bien ça. Réfléchissez à nouveau. C'était juste pour vous ouvrir les yeux, pour vous dire aussi que non, le hot cross et le fondation, c'est pas des baguettes magiques, ça se travaille. Il n'y a pas de secret. C'est du travail. Mais c'est surtout pas une baguette magique. C'est pas un pansement Batman. Ce que vous appelez diversification, pour moi, donc, c'est qu'un pansement Batman sur une fracture ouverte, c'est une illusion collée sur une plaie mal refermée, une dilution. En fait, vous diluez le hot cross, vous ne le réparez pas. Parce qu'il ne suffit pas d'écarter le top 5 sur 5 générations pour prétendre avoir reconstruit une race. Il faut rester avec ces questions dans votre tête tout le temps. Est-ce que je transmets ou est-ce que je trahis la race? C'est pas une question rhétorique, hein, loin de là. C'est une ligne de crête. Et cette ligne de crête, c'est sur laquelle marchent tous les éleveurs de Maine Coon chaque jour
et à chaque fois qu'on fait naître un chaton. Et si nous choisissons de transmettre, pas parce que c'est la voie la plus simple transmettre, mais parce que c'est la seule voie qui ait un sens au final quand on fait de l'élevage, même si c'est plus long, même si c'est plus rustique et plus moche, même si ça ne remplit pas les cages des expositions, on choisit des lignées discrètes. Je parle de nous, les hautes crosseurs et ceux qui font du fondation et tous ceux qui veulent faire du chat à basse consanguinité. Nous choisissons des lignées discrètes, des pédigrés imparfaits mais sincères, des gènes que personne ne regarde sauf nous. Nous choisissons de ne pas fabriquer des clones consciemment. Nous choisissons de garder une mémoire vivante, celle du Maine Coon. Parce que transmettre, c'est refuser d'être amnésique. C'est refuser de faire du vivant une marque déposée. Et si demain, on efface à nouveau les polydactyles? Et si demain, à nouveau, on enferme les fondations dans des cages? Qui racontera l'histoire du Maine Coon, ce chat venu du vent? Eh ben nous, les hautes crosseurs et les fondateurs. Parce que maintenant, nous savons. Et aujourd'hui, maintenant que vous avez vu ce live, vous savez. Parce que nous avons choisi de transmettre et pas de nous vendre. Voilà, ce live est terminé. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté. J'ai plombé l'ambiance, j'ai l'impression. Non, bah voilà, c'est ma vision de l'élevage en tout cas. Je vous ai mis des slides qui sont pas parus dans les teasers. Celui-là est très très beau. Je l'ai beaucoup aimé. C'est un pilote Jedi. Celui-ci aussi que j'ai beaucoup aimé. C'est un guerrier, un rebelle sur la planète Hoth. Là, vous avez, elle est très jolie celle-ci. Vous en avez encore une encore plus jolie. Je vais pleurer. Il faut que je parle. Là, vous avez la planète Andorre avec les Ewoks. Hein. Je vous ai mis une autre photo pour vous sur le teaser. Là, vous avez Dagobah avec Yoda et un jeune rebelle qui vient se former. C'est pas un pilote Jedi, c'est Luke, normalement c'est Luke Skywalker, hein, c'est pour ça que c'est un Jedi. C'est celle-ci, photo que j'aime beaucoup, ce vieux sage qui enseigne dans la forêt à des tout petits Maine Coon. Et ici, comme à chaque fois, vous avez ma bibliographie. Voilà. Je vous remercie vraiment énormément. Vous avez des questions, on y va pour les questions. Je ferai monter personne ce soir, je suis pas en état de faire monter quelqu'un. Mais j'écoute vos questions avec plaisir et je répondrai avec plaisir à toutes vos questions si vous en avez. Voilà, j'espère que vous avez compris que voilà, le hot crossing et le fondation, non, c'est pas magique et ça fait pas descendre. Vous pouvez faire descendre vos lignées en choisissant bien vos traditionnels. Si vous vous engagez avec des hot cross, alors oui, vous allez faire descendre mécaniquement, mais ce sera voilà qu'une... Qu'est-ce qui est petit et marrant? Je ne sais pas quoi de chat.